Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Reverse Basket Session. Avant de démarrer, un petit mot pour vous dire qu'on est désolé de ne pas avoir pu faire le CQFR du samedi cette semaine, celui où on répond à vos questions. C'est entièrement et totalement de ma faute, pour des raisons de naissance de bébé imminente. Ça bouleverse un peu le planning. Mais vous inquiétez pas, on essaiera de faire ça dans les prochains jours si tout va bien. Et j'ai évidemment vu vos questions, elles sont de côté. Elles ont encore été très très nombreuses, donc merci de continuer à nous les envoyer. Et on fera ça dans quelques jours. Passons au sujet d'aujourd'hui. Même si les playoffs battent leur plein en NBA, c'est pas la seule actualité basket aux États-Unis en ce moment, puisque la saison WNBA a débuté. On vous avait promis d'en parler et je suis rejoint aujourd'hui par Ghislain, mon ami et camarade de Swish Swish, dont vous pouvez retrouver les analyses, les avis sur Swish Swish, donc sur toutes les plateformes, sur le site, sur YouTube, sur Twitch. Gis en plus maintenant nous fait une petite... l'œil de Gis, la petite analyse décortiquage de séquences, je vous recommande si vous êtes féru de ces choses-là. C'est aussi l'homme qui dort le moins en France, hein, et peut-être même dans le monde. Gis, merci d'être avec moi ce matin. Comment ça va ? Bah écoute, nickel, hein, super, hein, la forme, la saison a reprise là, la WNBA, donc c'est top quoi. Il y a beaucoup de matchs à regarder, puis voir un peu tout ce qui s'est passé à l'intersaison et puis comment ça se traduit sur le terrain quoi. Donc non, nickel, la forme. Ah, les matchs ont démarré dans la nuit de vendredi à samedi, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et il y a eu déjà quelques... Alors on va essayer de pas se laisser influencer par ce qu'on a vu sur les premières... voilà, parce qu'à la base on voulait enregistrer un peu plus tôt, ça n'a pas été possible, mais il se trouve qu'il y a eu des matchs qui se sont déjà disputés. Plutôt que de faire équipe par équipe, je te proposais avant qu'on démarre ce podcast qu'on fasse plus ou moins des catégories entre les équipes, celles qui vont jouer le titre, celles qui sont des outsiders, les équipes qui rêvent des playoffs, qui aimeraient y aller, et celles qui vont sortir le char de combat pour faire du tanking. Et ensuite on vous donnera chacun... des équipes de cœur ou des joueuses de cœur qu'on a envie de suivre plus particulièrement, éventuellement aussi des équipes qui nous inquiètent, et peut-être aussi des prédictions, elles vaudront ce qu'elles vaudront, sur le MVP, sur la MVP potentielle et la potentielle Rookie of the Year aussi. Gis, je te propose qu'on commence, allez on va commencer par le bas pour finir vers les prétendantes au titre. Quelles équipes tu as mises dans la catégorie tanking ? Alors, moi j'en ai mis 3, je suppose qu'on a les mêmes. Ouais, alors après, juste un petit mot, le terme tanking en WNBA, il n'est pas forcément autant appliqué qu'en NBA. C'est des équipes, enfin la ligue est plus petite, donc on n'est jamais très loin des playoffs et le niveau de talent, il est beaucoup plus concentré, donc forcément, même des équipes de bas de tableau, elles sont jamais forcément complètement très loin des playoffs. Mais disons que, on va dire qu'il y a des équipes qui manquent un peu de première option, de deuxième option. Donc, elles ont un intérêt effectivement à aller à la draft. Donc, oui, j'en ai mis 3 aussi. Je pense qu'on a les mêmes, hein. C'est donc en tout premier lieu, je pense, les Valkyries, donc qui sont la première franchise, la franchise d'expansion. Donc, c'est assez logique qu'on les mette là, hein. Elles ont récupéré pas mal de bonnes joueuses au sein des effectifs. Mais vu le format de la draft d'expansion avec le verrouillage de 6 joueuses par effectif, bon, en général, elles ont un peu les seconds couteaux et c'est un peu ce qu'on voit. Donc là, ce qui va être plutôt intéressant dans cette équipe, c'est de voir un peu comment elles vont se développer, puis voir tout l'engouement aussi, créer de l'engouement autour de la franchise, ce qui commence bien d'ailleurs, puisque la sur salle le premier match, c'était la incroyable. salle est pleine. Même en pré-saison d'ailleurs, en pré-saison, le match, il y avait déjà du monde. Hein. Donc voilà, donc je pense que oui, c'est l'équipe sans doute la moins, on va dire, peut-être la moins forte, celle qui possède le moins de talent globalement de la ligue, mais c'est entièrement normal, elles ont aucune pression et elles vont faire voilà, leur petit bonhomme de chemin tranquillement. Je pense que pendant 2-3 ans, ça sert à rien pour le moment de mettre énormément de pression sur l'équipe. Elles ont le temps et ça va être fun parce qu'elles ont recruté une bonne coach, hein,
une ancienne assistante de Becky Hammon à Vegas, Nathalie Nakase. Ouais, bien connue en NBA aussi, hein. Elle était aux Clippers. C'est une fille dont les noms revenaient souvent dans d'éventuels entretiens pour des postes de head coach, même en NBA. Et donc ça va être intéressant. Moi, j'aime bien le côté expérimental. Et puis pour les gens qui regardent surtout la NBA, c'est aussi quelque chose auquel il faut se préparer. La draft d'expansion, il y en a plein qui n'ont jamais connu ça de leur vivant. Il y a eu quand il y a eu Orlando et compagnie à l'époque, mais ça remonte un peu. Là, on va voir un peu ce que ça donne déjà en WNBA. T'as raison, tu parlais du manque de première option pour Golden State. La meilleure joueuse de l'équipe, ça doit être Tiffany Hayes, je pense, on est d'accord, qui est une ancienne All-Star, qui est une super joueuse, qui a fait une belle carrière, mais qui est quand même plutôt en fin de carrière, qui a laissé entendre qu'elle prenait sa retraite il y a un an, enfin l'année dernière. Donc il n'y a pas de joueuse phare, il y a des jeunes qui vont essayer de se montrer. Il y a notamment... Il y a deux Françaises, hein, on est d'accord. Carla Leight et on compte Iliana Rupert qui n'est pas encore là. Non, Janelle Salin. Voilà, Iliana Rupert, au passage, qui est bien connue du grand public, qui viendra peut-être en cours de saison, mais sinon c'est Janelle Salin qui fait partie de l'effectif des Valkyries. On peut peut-être s'arrêter sur les deux. Qu'est-ce que toi t'entrevois pour Carla et pour Janelle? Alors, Janelle, elle n'a pas joué le premier match, elle est arrivée juste d'Italie en étant championne et MVP d'ailleurs de son championnat. Mais elle est sur place. Il y avait juste un peu de repos, logique. Je pense que Janelle, elle va vite avoir pas mal de temps de jeu. Moi, je la vois vite intégrée et pourquoi pas même peut-être le 5. On va voir, ça va être une chose intéressante parce que ça reste encore une jeune joueuse. Hein, c'est génération 2001 comme Iliana Rupert, Marine Fotoux, mais elle est déjà très très expérimentée. Elle joue l'Euroleague depuis 2 saisons complètement. Cette année, ça a franchement été la meilleure joueuse de son équipe à Skio. Donc elle est hyper intéressante en plus dans le volume de jeu par rapport à la WNBA. C'est une fille qui défend, qui peut switcher beaucoup, qui met des 3 points dans le corner, etc. Donc qui va bien se mettre dans le style de jeu en plus que veut mettre en place Nathalie Nakase. Moi, j'y vois plus un rôle assez important. Je ne serais pas, peut-être pas titulaire parce que oui, il y a des contextes de statut aussi, de contrat, etc. Mais je la vois bien jouer 25 minutes sans trop de difficultés. Pour Carla Leight, c'est un peu différent. Déjà, elle est beaucoup plus jeune, beaucoup moins expérimentée, et puis avec beaucoup moins de vécu en termes de Ligue européenne, etc., ou même avec l'équipe de France. Hein, tu vois, ça commence tout juste à faire les camps d'entraînement et les choses comme ça. Et puis, il y a encore pas mal de choses à travailler, notamment défensivement, c'est un peu compliqué. Donc, je pense qu'elle sera plus là en rôle de développement et peut-être un peu de création sur une deuxième unit. C'est un peu ce qu'on a vu lors du premier match aussi. Jouer plutôt une dizaine de minutes et puis venir apporter un peu sa création, sa folie, cette capacité de course, de provoquer des fautes. Mais il y a encore un peu des défauts structurels dans son jeu, et ce qui est normal, hein, à son âge, il n'y a pas de problème. Et puis c'est sa première grosse expérience quand même aussi, du coup à l'étranger. Donc il y a aussi l'apprentissage. Je sais qu'il y a des gens qui ont un petit peu noté son accent compliqué en anglais, mais c'était magnifique. Mais elle a fait l'effort. Il n'y a pas eu de traduction, donc c'est notable quand même déjà. Il y a aussi cet apprentissage-là, hein, le fait d'apprendre à répondre aux médias, le rythme de la WNBA, d'enchaîner 3 ou 4 matchs par semaine. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'elle n'a pas été encore trop habituée, donc il va falloir. Mais c'est intéressant. De toute façon, c'est une jeune joueuse qu'il faut développer, et voir un peu jusqu'où elle peut aller. Surtout est-ce qu'elle trouvera un rôle particulier? Ça, c'est la grande question, mais on verra dans le temps. Elle a décidé de faire l'impasse sur l'équipe de France, en tout cas de ne pas se rendre disponible pour l'Euro. Donc ça montre aussi, alors on pense qu'on veut de la décision, hein, mais en tout cas, cette envie de se faire la vraie expérience de WNBA, il n'y a pas qu'elle. Petit à petit, les joueuses font défaut. On verra ce que ça vaut pour chacune d'entre elles, hein, mais Carla a l'air de vouloir vraiment vivre l'expérience à fond, de ne pas avoir de coupure. Et peut-être de profiter aussi de cette nouvelle exposition. Moi, c'est une joueuse que j'aime bien, qui est spectaculaire, qui a un jeu flashy, avec tout ce que tu as dit, hein, sur évidemment l'inexpérience et tout, mais voilà, je trouve intéressant qu'elle fasse cette expérience là. Et pour Janelle, c'est déjà une des meilleures joueuses d'Europe, je trouve. Les 2 saisons qu'elle vient à son poste, les 2 saisons qu'elle vient d'enchaîner avec Villeneuve
où elles vont en finale de l'Euroleague, et là avec Skio c'est la meilleure joueuse de l'équipe. Elle a signé à Prague si je dis pas de bêtises en plus. Ouais, en plus avec voilà. Pauline Astier du coup. Voilà, avec Pauline Astier, donc super, on a deux joueuses qui seront, moi je l'espère, des bases de l'équipe de France dans les années à venir. Janelle est déjà dans les compétitions, Pauline on aimerait l'avoir un peu plus. Elle va y être là, je pense. Je pense qu'elle va y être. Mais ouais, ce sera 2 joueuses à suivre, on espère que tout se passera bien pour elle cette saison à Golden State, dans cette saison un peu laboratoire comme j'aime le dire. Dans les 2 autres équipes, je vais te lancer sur l'équipe que j'ai le plus aimé suivre, pour ceux qui savent ça, que j'ai le plus aimé suivre en WNBA ces dernières années, c'était Connecticut. Il y a clairement une page qui se tourne. Petit à petit, les joueuses et les membres du staff emblématiques sont partis. Il y a eu plusieurs participations au final, aucune victoire. Des joueuses qui ont incarné la franchise, Jonquil Jones, Alyssa Thomas, Dowana Bonner, qui sont plus là. Le projet est de repartir complètement à zéro. C'est même plus que des rumeurs, hein. Il y a une volonté maintenant de vendre la franchise. D'accord, hein. Je sais pas si j'ai pas vu les derniers échos. Est-ce que ça parlait de déménagement ou pas encore, ou c'était juste une revente? Non, pour le moment, je crois que c'est un cabinet conseil qui a été consulté pour mettre en vente et puis trouver des propriétaires. Donc, moi, je pense qu'il n'y aura pas de mal à trouver des propriétaires, sachant qu'il y a à peu près 10 villes qui veulent participer à l'expansion et il n'y a plus qu'une place disponible. Donc, il y a de grandes chances que peut-être que justement la vente se fasse après la dernière équipe, le désignement de la dernière équipe, la désignation, pardon, de la dernière équipe d'expansion, quoi. Donc, Ouais. on verra. Donc le Sun repart de zéro. Il y a quand même fait notable l'arrivée du premier coach français en WNBA, Rachid Méziane. Alors on était très 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 content quand on a appris ça. Un tout petit peu, pas mécontent, mais on s'est demandé s'il était au courant du projet qu'il allait récupérer en arrivant, parce que tout le monde est parti quasiment, et c'est clairement un projet de reconstruction. Dans tous les cas, il va pouvoir montrer ce dont il est capable dans le meilleur championnat du monde. Il a fait ses preuves, en club, il a fait ses preuves en sélection, avec la Belgique notamment. Est-ce que tu penses qu'il s'attendait à avoir ce projet-là quand il a signé, ou est-ce que, ou dans tous les cas, peu importe, l'idée c'était juste d'être un peu pionnier et de connaître cette expérience-là? C'est la grande question. Par rapport à l'année dernière, donc bon, le Sun, voilà, comme tu l'as dit, c'est l'équipe la plus compétitive depuis une dizaine d'années en WNBA. Il reste plus qu'une joueuse du début de saison l'année dernière, qui a commencé la saison l'année dernière, c'est Olivia Nelson-Ododa, c'est la seule chose. Il y a Marina Meboui, mais elle avait été tradée en cours de saison, donc voilà, donc tout a changé complètement. Après, c'est la question de savoir s'il était au courant ou pas. Le GM a changé aussi à ce moment-là. On a appris que la franchise était en vente, etc. Moi, je sais pas. Je pense qu'en tout cas, s'il l'a pas su au moment de la signature de contrat, il s'en est vite rendu compte suite au mouvement de l'intersaison. Et les filles les joueuses beaucoup de joueuses importantes qui étaient free agent et qui sont parties. Bon, on va voir. Moi, ce que j'espère juste pour lui, c'est qu'on lui a pas demandé d'être vraiment compétitif, qu'on lui a en gros dit que c'était de la reconstruction, et comme en plus la franchise était en vente, etc., il y aurait un peu une période de transition. Si c'est ça, je suis pas du tout inquiet. D'ailleurs, je suis pas du tout inquiet sportivement. Moi, je pense qu'il va faire le boulot tactiquement. C'est un très bon coach. Il a une bonne philosophie de jeu. Il a des principes de jeu modernes qui vont bien aller en WNBA, parce que ça joue quand même différemment de l'Europe. Le petit point peut-être, moi, qui était un peu plus où je me posais des questions, c'est plus sur le fait qu'en WNBA comme en NBA, on sait que le coach, il n'a pas forcément la main sur la partie vraiment sportive, c'est plus le GM et le front office. Alors qu'en Europe, on sait que les coachs ont quand même les mains sur les effectifs et sur les mouvements. C'est juste cet aspect-là. Puis bon, tout ce qu'il y a autour, quoi, le staff, quoi. Un staff en France, c'est 2-3 personnes. Là, c'est plus de 10 personnes en WNBA, donc c'est complètement différent. Il y a une part aussi analytique plus grande aux États-Unis, donc il y a tous ces aspects-là. Mais honnêtement, sur le terrain, moi, j'ai pas de doute. En plus, bon, il connaît quand même beaucoup de joueuses qui font aussi les doubles saisons. Les américaines, voilà, il a coaché aussi des grandes stars, Emma Messman. Enfin bon, tu vois, avec la Belgique, j'ai pas du tout de doute. Puis il a quand même amené pas mal de quelques, enfin, en tout cas, il y a eu pas mal de quelques signatures de joueuses qui étaient en LFB ou en Europe, quoi. Donc bon, c'est intéressant. Non, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Après, le Sun, bon, je suis pas sûr que ça va gagner énormément de matchs, mais encore une fois, le but, c'est plus là, c'est plus du développement et puis d'aller chercher les futurs drafts, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis dans l'effectif, il connaîtra aussi Leila Lacan, qui a pas fait le premier match pour très très bonne raison, puisqu'elle était occupée à gagner le titre de championne de France avec Basketland. Leila Lacan aussi, qui on a l'habitude de voir dans les compétitions internationales avec les Bleus maintenant. Tu penses du coup que là, ce contexte-là, il est favorable, hein, on est d'accord pour elle, c'est une équipe où il n'y a pas... alors, il y a une joueuse qui a un peu un potentiel de star, on va dire, ça aurait été Marina Mabrey, mais elle a voulu... Charles, quoi. Oui, il y a Tina Charles, j'ai oublié Tina Charles qui est revenue dans l'équipe là où elle a commencé. Marina Mabrey qui a demandé son trade, qui n'a pas été exaucé. Donc il y a plein d'opportunités pour d'autres joueuses, et notamment pour Leila, on est d'accord. Ouais, je pense qu'elles ont fait de la place aussi. On a vu là qu'elles ont coupé Ivan Anderson aussi en début de saison, qui est une joueuse expérimentée. Je pense que c'était pour faire de la place pour les jeunes. Ils vont, à mon avis, mettre Marina Mabrey et Tina Charles, qui sont les deux joueuses expérimentées de l'équipe, pour quand même garder un certain niveau de basket et puis d'encadrement aussi des jeunes. Et à mon avis, autour, ça va jouer beaucoup avec les jeunes et essayer de chercher du développement et de voir avec les quelques pics de draft qu'elles ont fait cette année, voir si une joueuse peut pas émerger un petit peu de tout ça. Ça va être, à mon avis, beaucoup d'expérimentation, tout en jouant effectivement la draft, quoi. Enfin, je pense que il y a pas trop de. En plus, c'est un petit marché Connecticut, donc elles se sont construites vraiment que par la draft historiquement. Donc bon, je pense que ça va être ça le but, quoi. Dernière équipe sur laquelle on peut passer rapidement, qui est aussi dans un projet de reconstruction totale, les Washington Mystics, qui ont été aussi l'une des équipes les plus compétitives pendant longtemps, mais qui ont mis fin à l'ère Mike Thibault, Eric Thibault, toute la famille, et qui normalement, alors à l'heure où on parle, elles ont gagné leur premier match un peu de manière étonnante contre Atlanta, mais bon voilà, on est d'accord tous les deux, on met les Mystics dans cette catégorie-là. Ouais, le but, clairement, elles ont plein de deuxième, troisième options. Le but, c'est d'essayer de trouver la première à la draft. Je pense que c'est clairement l'objectif et de développer le noyau de jeunes. Elles ont un noyau de jeunes important, donc je pense que ça va être à peu près comme ce qu'on fait leur compare de chez les garçons. Ouais, c'est ça. Ça va devenir un peu culturel, hein, la reconstruction par le bas pour Washington. Si on dit ça pour ces équipes, quand on parle de tanking, et t'as raison, c'est parce qu'il y a des joueuses très fortes qui arrivent dans les années à venir aussi en WNBA. C'est une très bonne raison de tanker. C'est pour ça qu'on le choix de se reconstruire ne nous choque pas plus que ça. Donc Golden State, Connecticut et Washington dans cette catégorie. On peut passer à la suivante, celle dans laquelle on va ranger les équipes qui aimeraient se qualifier en play-off sans ambition démesurée, mais qui aimeraient au moins goûter un peu au play-off. C'est une ligue de 13 équipes maintenant. Les 8 premières équipes sont qualifiées, donc celles qui ont un espoir raisonnable. Moi je vais te dire celles que j'ai mises, tu vas me dire si on a les mêmes. J'ai Chicago, Los Angeles et Dallas. Est-ce que tu en as d'autres? Est-ce que tu as les mêmes? Ouais, à peu près. On pourrait mettre aussi peut-être Atlanta dans ce niveau, hein. Je pense que je rajouterai Atlanta quand même. Je suis pas sûr que ça soit vraiment dans la catégorie du dessus qu'on va évoquer après. Mais oui, non, c'est ces équipes-là, quoi. Ouais, Je pense que... moi j'ai mis Atlanta dans la catégorie du dessus. Bon, le premier match était un petit peu inquiétant peut-être, mais ça on en reparlera ultérieurement. Mais là, dans ces équipes-là, c'est des projets un peu où il y a des jeunes joueuses de part et d'autre. Un peu différent, ouais. Voilà, Chicago, pour en parler rapidement, forcément c'est autour d'Angel Reese. Il y a eu un recrutement aussi plutôt intéressant. Ça a changé de coach par rapport à l'année dernière. C'est une équipe qui a montré qu'elle avait des atouts peut-être pour venir gratter autour de la 8e place, mais au-dessus ce sera sans doute compliqué, je pense. Ouais, bon, je vais essayer de pas me faire influencer par le match d'hier où ça a été relativement cata, et notamment le cata au niveau du coaching staff, mais je pense qu'elles ont un 5 quand même très fonctionnel et assez fort pour envisager les playoffs. Moi, je pense qu'elles vont faire les playoffs. Ça serait vraiment une grosse déception. En plus, elles ont tradé des pics, etc. pour devenir plus compétitifs cette année. Donc, je pense qu'elles ont quand même un peu de pression pour ça. Après, la profondeur de l'effectif ne permet pas de les classer au-dessus. Il y a quand même encore beaucoup de jeunes joueuses, comme on l'a dit, un nouveau staff et tout. Mais je pense qu'elles seront en playoff. Moi, j'ai du mal à croire que ça passe pas, malgré, effectivement, encore une fois, le premier match hier qui était... Comme ça, vous savez quand est-ce qu'on enregistre, qui était pas terrible, quoi. Ouais, elles ont pas une pression. Enfin, est-ce qu'elles ont une pression immense? Je sais pas. Une petite, parce que finalement, si l'année dernière, si Angel Reese se blesse pas, peut-être que finalement elles font les playoffs. Ça va beaucoup. Enfin, l'attention va quand même être encore autour d'Angel. Est-ce que
rapidement sur elle, c'est quand même une joueuse dont le grand public a beaucoup entendu parler. Tu la vois confirmer, hein. Moi, avec ce qu'elle a montré l'année dernière, on a vu qu'il y avait le potentiel de star. Évidemment, quelques petites lacunes très très logiques pour une jeune joueuse qui arrive en WNBA sur quelques petits aspects de finition et autres, mais c'est une machine à double-double et une personnalité aussi très très marquée et très très, très, très importante déjà. Ouais, je pense qu'on va la voir en plus beaucoup plus au playmaking de l'équipe cette année. À mon avis, c'est l'objectif et je serais pas étonné que ça soit vraiment ça. L'idée, c'est de la mettre beaucoup plus. C'est une énorme passe, c'est une très bonne passeuse. On se rend pas compte, en fait, on voit toujours un peu la capacité au rebond, etc. Mais c'est une très très bonne passeuse. C'est une joueuse qui est mobile. Je serais pas étonné qu'on la mette vraiment un peu plus au cœur du jeu pour voir un peu, encore une fois, jusqu'où son plafond, tu vois, peut l'emmener. C'est un peu, pour faire une analogie, même si j'aime pas trop ça, mais tu vois, c'est un peu l'idée Rocket Sengun, quoi. Tu vois, de voir un peu ce qu'elle peut faire avec une joueuse un peu plus mobile et voir si elle peut amener de la passe, de la création, quoi. Mais ça va être bien, j'ai aucun doute. Elle a pris 17 rebonds encore hier soir, du coup, donc la bagatelle, voilà. Ça va encore, elle va battre des records encore, à mon avis, là, sur le total de rebonds de la saison. S'il n'y a pas de blessure, ça va être impressionnant. On peut parler de Los Angeles rapidement. Los Angeles qui a quand même beaucoup bougé, enfin qui a bougé pendant l'été avec l'arrivée de Kelsey Plum, qui était l'une des stars des Las Vegas Aces, qui arrive avec donc ce rôle de première option, de star de l'équipe, qu'elle n'avait pas forcément à Las Vegas, où c'était une joueuse très importante et emblématique même, mais forcément elle était un tout petit peu derrière dans la hiérarchie. Là, elle arrive au milieu d'une équipe qui est un peu, moi que je trouve très intéressante. J'aime bien l'idée derrière l'équipe. Mais qu'on imagine mal être au-delà de cette zone un peu floue autour de la 8e place avec l'absence de Cameron Brink qui, si vous n'avez pas eu le temps de la voir sur la saison précédente, est une joueuse phénoménale qu'on aime beaucoup avec Gis, qui va battre des records aussi au contre dans plein d'autres aspects, qui est une joueuse incroyable et qui manque là le début de saison parce qu'elle s'était blessée quand même gravement l'année dernière. Les Sparks, un petit mot sur les Sparks, qu'est-ce que c'est une équipe que voilà, là aussi je parle pour le grand public, pour les gens qui découvrent seulement la WNBA, mais c'est une franchise qui est identifiée. Est-ce que cette année c'est déjà le retour vers quelque chose de compétitif? Ouais, bah moi j'avais bien aimé ce qu'elles avaient fait parce que oui, elles avaient tradé un pick, donc un pick 2 hein, de cette draft, hein, donc qui est devenu Dominique Malonga d'ailleurs, le pick 2, mais pour faire venir une joueuse très forte. Kelsey Plum, c'est une joueuse très forte. Et elles avaient envie, autour du noyau de jeunes, etc., d'accélérer. Je trouvais ça intéressant. Le problème qu'il y a majeur, c'est que c'est les blessures. Effectivement, tu l'as dit, Cameron Brink s'est blessée au ligament croisé. Au départ, elle devait revenir en début de saison. Là, on parle plus de début juillet. Et je pense que c'est ça qui me fait descendre l'équipe. Je pense que cette équipe au complet, je les aurais peut-être mis top 6. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il manque 2 joueuses importantes. D'abord Cameron Brink et aussi Julie Allemand, la Belge, qui s'est fait opérer du ménisque, je crois, juste avant la saison, et qui n'est pas là, et qui avait rôle de... ces 2 joueuses-là avaient rôle, en gros, déjà pour Cameron de maîtriser tout l'aspect défensif de l'équipe, et aussi d'amener aussi de la création autour de Kelsey Plum pour profiter beaucoup, on va dire de la puissance de feu offensive de Kelsey Plum. Ce qui me fait peur dans cette équipe là actuellement, c'est que elle est toute seule pour créer, Kelsey, pour le moment. Et c'est quand même un petit format, un petit gabarit, et j'ai un peu peur qu'elle soit très très ciblée et que ça soit compliqué. Pour vous donner une idée, elle a dû mettre 37 points dans le premier match en jouant 40 minutes déjà pour battre les Valkyries, qui sont une équipe d'expansion. Et j'ai un petit peu peur que ça la crame le temps que les autres reviennent. Donc ça dépendra, à mon avis, beaucoup, leur présence en play-off ou pas, tu vois, des dates de retour de Cameron Brink et de Julie Allemand, je pense. Donc voilà. Mais bon, ça reste quand même... ça va être une équipe fun, je pense, à avoir joué. De toute façon, quand il y a Kelsey Plum dans une équipe, c'est toujours assez fun à regarder. C'est ce que j'allais dire. Il faut s'attendre à quelques performances statistiques assez dingues, je pense. 37 points déjà. Voilà, elle va faire des cartons. Pas impossible qu'elle finisse meilleure marqueuse de la ligue s'il n'y a pas un trop gros poids physique sur elle. C'est une joueuse qui a eu des grosses blessures quand même en début de carrière et petit gabarit. Mais alors pour le show, là aussi très grosse personnalité. Donc ça colle bien. Je suis intéressé par l'expérience Kelsey Plum à Los Angeles. Même pas forcément que
que sur cette saison. Mais ça va être une chose à suivre. On peut embrayer avec Dallas, forcément, c'est une équipe qui va être très très suivie, très très attendue, pour la bonne et simple raison que Paige Bueckers, la first pick de la draft, une joueuse juste dont on parle entre nous depuis qu'on se connaît, depuis 5-6 ans, qui va être très attendue, qui a fait ses débuts déjà, un début... alors, moi j'étais pas devant le match, donc je comptais sur toi pour me donner ton avis sur la première performance de Paige Bueckers, même si ça a au final pas d'importance sur la big picture, on va dire. Paige Bueckers, moi c'est la joueuse que j'attends le plus cette saison, sans non plus mettre une trop grande pression dessus, parce que Dallas n'est pas un candidat au titre, Dallas est à peine un candidat au playoff, donc forcément il va y avoir de l'attention, de la pression à gérer. Il y a des bonnes joueuses autour aussi. Arike Ogunbowale, ça a été une multiple meilleure scoreuse de la ligue. C'est une All-Star, une joueuse spectaculaire aussi. Mais voilà, ça va être c'est une saison intéressante, mais qui est pas si simple à gérer pour Paige pour cette entame, je trouve. Ouais, les Wings, moi personnellement, je les aurais mis un peu entre les deux catégories. Alors, je les mets pas en tanking parce que pour moi, elles ont trouvé leur tête de projet. Donc, c'est pas intéressant d'aller tanker. Je pense qu'elles sont plutôt dans un mode de développement. Elles ont clôturé le projet l'année dernière depuis 2-3 saisons d'être compétitifs avec les départs notamment de Satou Sabali. Là, c'est totalement une reconstruction. Il reste 3 joueuses de l'effectif de l'année dernière sur les 12, donc tout a changé. Ils ont aussi Paige du coup qui arrive. Donc à mon avis, l'idée c'est surtout de développer, que Paige prenne le temps pour se mettre à ce niveau-là, etc. Et puis si après ça se met à cliquer un peu plus tôt que prévu, comme un peu ce qu'a fait un peu Indiana la saison dernière, c'est-à-dire avec une première début de saison très compliquée, où ça a mis du temps pour Caitlin de venir, et puis une deuxième partie de saison qui a vraiment beaucoup plus déroulé, même si je pense que les Wings sont une équipe beaucoup moins forte que l'équipe d'Indiana la saison dernière. Moi, je les vois plus entre 10 et 8 que vraiment candidat playoff, quoi. Après, ils peuvent l'accrocher s'il y a des blessures, mais je pense que le plus important, c'est de voir le développement autour de Paige, on va dire sa capacité à découvrir le jeu WNBA. Après, sur ses performances, alors je sais qu'elle est très très attendue, etc. Forcément, on en demande toujours beaucoup, mais là que ce soit les matchs de pré-saison ou même le premier match où elles ont joué quand même les finalistes, Minnesota, qui est la meilleure défense de la ligue, c'était pas cadeau, mais elle a plutôt été très intéressante. Je l'ai trouvée très bonne défensivement, et puis offensivement, tu vois encore qu'il y a encore un peu de manque de hiérarchie dans l'équipe. Elle n'a pas encore totalement tous les ballons, mais elle a fait d'excellentes lectures. Et à un moment, il y a je t'en ai envoyé une petite vidéo, mais il y a des moments où il y a déjà 4 joueuses qui sont autour d'elle, parce que en face, à Minnesota, Cheryl Reeve a bien senti le danger. Et voilà, on vient des fois la quadrupler sur le terrain. C'est complètement dingue, aussi parce que l'équipe autour des Wings n'est pas forcément très très forte, et donc forcément c'est plus facile de venir la couper de la balle pour la forcer à passer la balle, mais ça montre déjà, à l'image de Caitlin l'année dernière, comment elle est respectée par les joueuses et par les staffs, et que ça va être une joueuse très très forte. Mais encore une fois, patience, patience sur le temps de jeu, patience sur les stats, patience sur la production. Son but, c'est de prendre, si elle passe l'année à se développer pour que l'année prochaine, le projet accélère. Moi, je le vois comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit d'une équipe qu'on va parler tout à l'heure, Indiana. C'est parfaitement ce qu'ils ont su faire. Et je pense que c'est ce qui sera fait aussi autour de Paige, quoi. Ce qui va être intéressant pour Paige aussi, c'est à l'image de ce qu'a vécu Caitlin Clark l'année dernière. Elle a enchaîné là avec la saison NCAA, il y a eu très peu de temps. Caitlin aussi était allée assez loin avec Iowa, et donc elle est arrivée avec tout le barnum autour de la draft, de la pression médiatique. Alors Paige, il y a peut-être un poil moins d'excitation, de hype, parce que le grand public la connaît maintenant, attention, mais Caitlin, c'était quand même dingue, même aux États-Unis, c'était incroyable. Ouais, mais je pense qu'il y a une fatigue, en plus de la fatigue physique qui est logique, parce que tu finis une saison universitaire avec le titre, et derrière t'embrayes tout de suite draft, training camp, saison, c'est pas simple à gérer, je trouve. Caitlin avait mis du temps, un petit peu de temps à trouver son rythme, et c'était après le break des JO. Justement. Ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que Paige n'aura pas cette année. Et il y a plein de GM d'ailleurs qui en ont parlé.
que en fait le break olympique de Kathleen lui avait fait énormément de bien. Parce que pendant un mois, elle avait complètement coupé l'aspect basket, repos, et du coup, elle avait pu revenir en fin de saison. Cette année, Paige ne va pas avoir ça. Et d'ailleurs, Kurt Miller, qui est GM des Dallas Wings, en a parlé en disant qu'ils allaient gérer son temps de jeu. Bon, ça s'est pas trop vu sur le premier match. Elle a joué plutôt quand même un temps de jeu important, mais ils l'ont dit qu'ils allaient l'aménager parce que la saison, voilà, il y a 15 jours entre la fin de saison NCAA et le début de la saison et la draft, 15 jours après de training camp, et ça commence. Donc c'est effectivement, je pense qu'ils vont la gérer aussi de cette point de vue-là. Et donc voilà, faut pas non plus, elle va pas marcher sur la ligue et emmener les Wings au titre dès la première année. C'est pas du tout ce qu'on lui demande. Il faut être patient. Et après, bon, sur l'engouement médiatique, moi je trouve que c'est quand même relativement similaire. Ces deux joueuses qui sont suivies depuis très très longtemps, et pour Paige même encore depuis plus longtemps. Elle avait déjà, ESPN diffusait ses matchs de lycée à l'époque. Elle faisait des couvertures de slam à 16 ans. Enfin, c'est quelque chose quand même d'assez impressionnant. Donc, mais en fait, je crois que ce que je voulais dire, c'est que ça avait l'air, c'était très enflammé, très intense pour Clark. Elle est moins clivante entre guillemets. Kathleen, elle a drainé des gens hors basket. Ouais, c'est ça. Voilà. Et des gens même des fois même hors sportif. C'est ça qui a emmené, c'est-à-dire que Kathleen, on en entendait parler même au journal, dans les journaux français, quoi. Ouais, enfin, tu vois, c'est ça qui est complètement dingue. Par contre, aux États-Unis, dans le monde sportif et du basket, je pense que c'est quand même assez équivalent. Par contre, c'est sûr que sur la popularité en dehors du basket, je pense qu'elle est un peu moins grande, mais ça, c'est aussi lié, tu vois, à la couverture médiatique qui donne ou pas ces fenêtres-là, quoi. Donc toi, tu avais mis Atlanta dans cette catégorie-là. Moi, je les avais mis un peu plus haut, mais bon, c'est kiff-kiff finalement. On sait très bien qu'elles vont pas gagner le titre. Par contre, il y a un effectif intéressant. Recrutement, Brittney Griner, Breonna Jones, une raquette, un secteur intérieur très très costaud. Un petit manque de profondeur et de talent peut-être sur les postes extérieurs, à la création surtout. Donc Atlanta, ouais. Alors qu'est-ce qui te fait, par exemple, toi, mettre Atlanta un poil plus bas que dans la catégorie des outsiders? Parce que moi, je pense que le Dream, la direction les voit comme un outsider. Je pense qu'à l'intérieur, elles se disent on peut embêter du monde, et sur un malentendu, voilà. Alors que voilà, c'est un peu différent. Moi, je pense qu'elles sont trop fortes pour être vraiment dans le bas et trop faibles pour jouer vraiment le haut. Et c'est le fameux ventre mou. Alors après, il en faut des équipes moyennes qui jouent les playoffs, parce qu'on dit toujours qu'il faut soit jouer le titre, soit jouer la draft, mais au moment, il y a bien des équipes qui sont au milieu. Donc non, mais la construction de l'équipe, elle est intéressante. D'avoir amené les deux grandes, c'était intéressant parce que c'est vraiment ce qui leur manquait. Moi, j'ai peur sur la création. Je trouve que ça manque d'une créatrice élite de jeu sur les postes extérieurs. Depuis des années, le Dream met beaucoup de responsabilités sur Ryan Howard, sauf que ça marche pas du tout en création. C'est plus une joueuse off-ball, shooteuse, mais voilà, jouer des pick and roll pour elle, elle a pas le passing, elle a pas tout ça. Donc moi, je pense que voilà, ça va être, ça a un plancher, c'est clair, parce que le niveau de certaines joueuses, il y a quand même plusieurs All-Stars dans cette équipe, donc le plancher est là. Mais le plafond, à mon avis, il est très limité. Je pense qu'il faudrait... en fait, elles auraient dû... tu vois, tu mets Kelsey Plum dans cette équipe à la création, j'en fais un concurrent au titre. Mais le problème, c'est que la joueuse comme Kelsey Plum, ils ne l'ont pas. Et voilà, tu vois, pour faire une analogie un peu, tu vois, il faudrait mixer presque les effectifs de LA et du Dream pour qu'on ait vraiment un concurrent, on va dire, sérieux au titre. Ouais. Puis Georgine Canada qui est blessée là sur le début de saison aussi. Ouais. Leur meneuse titulaire, c'est pas simple. Alors ça permet à Teina Paopao, qu'on aime beaucoup tous les deux, de jouer. On l'a su aussi depuis très très longtemps à l'université. Ça c'est bien aussi, c'est quelque chose d'intéressant à suivre du côté du Dream, mais effectivement il semble y avoir un plafond assez certain. On peut basculer sur du coup les outsiders. Alors moi j'en ai 3. Toi je crois que t'avais mis 2 du coup moi. T'en as que 2, ouais. Moi j'ai on peut commencer pour enchaîner avec Indiana. En fait c'est une équipe aussi qui
qui fait beaucoup parler d'elle parce que Caitlin Clark a fait une première saison phénoménale en WNBA, que le Fever a recruté pendant l'intersaison, a changé de coach. Stephanie White, ancienne meilleure coach de la saison avec Connecticut, a fait venir des joueuses expérimentées, Natasha Howard, Dawana Bonner, s'est renforcé et peut donc avoir des prétentions assez légitimes. Alors peut-être pas pour aller jouer le titre, mais après ça reste à voir, tu me diras ce que t'en penses, mais en tout cas pour faire du bruit et être dans la très bonne première partie de la ligue. Ouais, alors moi je suis très très haut sur Indiana, beaucoup plus haut que le consensus général, que ce soit chez les médias français ou même américains, hein, qui les voient plus entre 4 et 5, passer un tour de playoff et s'arrêter là. Moi je pense que c'est une équipe qui est vraiment très très dangereuse. D'ailleurs, Caitlin Clark et Stephanie White au coaching ne se sont pas cachés, ils ont dit que c'était le titre ou rien. Donc, non, mais au moins ça assume, ouais. Tu vois. Et quand on fait venir Natasha Howard, Dawana Bonner, c'est pas pour jouer la 4e place, quoi. En fait, faut être clair. Donc c'est pour ça que moi je pense que cette équipe va très bien fonctionner. Caitlin a eu un an totalement où on l'a pas vu pour travailler son jeu, son physique, parce qu'on l'a aussi beaucoup impacté physiquement la saison dernière. Elle n'a pas joué en Europe, elle n'a pas joué dans la Ligue Unrival, donc repos et match des Pacers dans la salle. Voilà. Et gros travail, à mon avis, et gros travail de fond pour tenir la longueur, etc. Je pense que cette équipe va être une plaie à affronter, avec beaucoup de rythme, beaucoup de courses. On l'a vu un peu sur le match hier, mais moi je les vois. Franchement, je pense qu'elles seront top 3 au classement. Et pour les playoffs, si elles sont en finale, je dis pas peut-être pas gagner, parce que à un moment, ça va peut-être se heurter quand même un peu à un manque d'expérience aussi, notamment pour Caitlin, hein, faut qu'elle découvre aussi tout ça, quoi. Mais moi, je serais pas étonné de les voir en finale, vraiment pas. C'est une belle take audacieuse. Moi, je pense qu'elles sont très intéressantes. Je pense qu'elles vont évidemment, moi aussi dans un power ranking, je les aurais mises 4e. J'ai juste l'impression qu'elles sont à un an d'être, tu vois, de pouvoir jouer le titre. Donc c'est déjà fou dans une ligue où il y a des équipes dont on va parler juste après, hein, mais une ligue où il y a New York, Vegas, Minnesota. Enfin, pour moi, c'est déjà fort qu'avec le travail qui a été fait entre l'année dernière et cette année, on arrive à se dire c'est possible. Parce que là, tu me dis ça, moi, même si c'est peut-être pas ce que j'aurais avancé comme pronostic, je pense que c'est crédible parce que c'est le niveau de Caitlin, c'est le talent de l'équipe autour. On n'a pas parlé d'Alia Boston qui est aussi une ancienne first pick il n'y a pas longtemps, qui est une super joueuse. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Moi, c'est vrai que s'il y a une fenêtre de tir, peut-être qu'elles sont capables de s'y engouffrer. Je les vois juste un tout petit peu en dessous mais plus pour le côté inexpérience. Tu vois, tu prends Dawana Bonner et Natasha Howard qui ont gagné des titres avec Phoenix et avec Seattle. Voilà, il y a de l'expérience. Tu sais que dans cette équipe, dans le 5 majeur de l'équipe qui a été aligné hier soir, il y a 2 first pick, 2 deuxième pick de draft et une pick 5. Ah ouais, ça rappelle un peu ce qu'a fait Las Vegas. Il y a 5 picks de loterie dans le 5 majeur de cette équipe, dont 2 first et 2 deuxième places. Ouais, non, mais c'est pas. Pour en dire, il y a du talent, Pour en dire quand même long sur. Et en plus, elles ont, du fait des contrats rookies de Caitlin Clark et d'Alia Boston, qui sont les 2 first picks de draft, du coup, ça leur permet de mettre beaucoup de profondeur sur le banc, et c'est une équipe qui est très très profonde. Et je trouve qu'elles ont maximisé parfaitement leur cap, tu vois, leur salaire, etc., pour aller chercher. Et il y a plein d'équipes qui, effectivement, ont des joueuses de ce niveau-là, mais qui n'ont pas la chance de les avoir en contrat rookie. Donc en termes de profondeur, ça a de l'impact quand même. Donc, non, moi, je suis assez. Par exemple, je les mets très largement devant Vegas, tu vois, en termes d'effectifs, notamment sur la profondeur. Ouais, c'est intéressant. Bon, on verra ce que donnera Indiana et ce que donnera Caitlin Clark aussi, qui accessoirement a démarré sa saison par un triple-double. Voilà. Juste comme ça. La routine. Je crois qu'elle est déjà la 3e joueuse de l'histoire au nombre de triple-double. Ouais, bon après, il n'y en a pas forcément beaucoup dans l'histoire, parce que le basket féminin a évolué quand même ces dernières. Les majorités des triple-doubles, ils sont sur presque les 5 dernières années. Donc, avec Alyssa Thomas, avec Sabrina Ionescu, etc. Donc bon, voilà, c'est un peu le basket évolue aussi chez les filles, quoi. C'est ça.
Du coup, parmi les championnes du triple-double, on peut parler d'Alyssa Thomas et de Phoenix. Phoenix qui est donc, moi j'ai mis dans la catégorie des outsiders. Il y a des questions autour de l'équipe, mais il y a aussi une énorme ambition avec un recrutement XXL avec Alyssa Thomas, donc l'ancienne superstar de Connecticut. Satou Sabali qui est arrivée de Dallas, qui est une excellente joueuse aussi, qui n'a pas toujours pu faire des saisons pleines ou des saisons tout court, mais qui quand elle est là, elle est l'une des meilleures joueuses de la ligue. Phoenix, on s'est dit qu'il y avait quand même ce syndrome de nouveau propriétaire quand Matisse Bia a repris l'équipe, avec un recrutement onéreux et spectaculaire, un effectif autour pas toujours bien équilibré. On l'a vu l'année dernière, ça n'a pas été simple pour le Mercury. Est-ce que cette année c'est mieux? Est-ce que ça te semble plus équilibré? Est-ce que ça peut faire plus de dégâts que l'année dernière? Ouais, je pense que c'est quand même plus équilibré que l'année dernière. Enfin, je pense que c'est plus fort parce qu'ils ont une joueuse plus forte. Mettre Alyssa Thomas dans son équipe, c'est une joueuse qui est, pour moi, qui est allée dans le top 3 des meilleures joueuses du monde, top 3, top 4. Donc, cette joueuse-là, il ne l'avait pas la saison dernière. Diana Taurasi était sur la fin de parcours. Brittney Griner rajeunissait pas non plus. Kalea Copper n'est pas dans cette discussion-là. Et donc, déjà, déjà, pour moi, ça change quand même la phase de l'équipe d'avoir pris une joueuse comme ça. Et après, d'aller chercher Satou Sabali, c'était pour moi un complément parfait pour Alyssa Thomas. Et c'est pour ça que j'aime pas trop la comparaison avec les Suns, pour le coup, même si je comprends l'idée de dire on ramène des stars et on tue la profondeur autour. C'est que par contre, là, on a vraiment une complémentarité énorme entre les trois stars. Alors que Suns, voilà quoi, on l'a bien vu que c'était pas terrible. Et alors, donc, par contre, ça, c'est pour la partie très positive. Et honnêtement, ce trio va marcher, même si on a appris que du coup, Kalea Copper s'était fait opérer du genou là, donc ménisque va manquer, je sais plus un mois de compétition en gros quoi. Donc elles vont jouer dans un premier temps qu'avec les deux stars, mais ce duo là, pour en parler, va fonctionner. D'ailleurs, il a fonctionné très bien cette nuit où Phoenix a étrillé complètement Seattle, parce que c'est très complémentaire. Ça va permettre d'ouvrir des couloirs de drive à Alyssa Thomas, parce que Satou Sabali est une grande mais qui est capable d'étirer les lignes, et ça c'est le plancher de l'équipe. Moi je pense qu'il n'y a pas un monde où cette équipe n'est pas top 5, enfin 5e ou 6e de la ligue, et il n'y a pas un monde où elles ne joueront pas les playoffs, parce que ces joueuses-là sont suffisamment fortes pour les emmener à ça. Après, la question, c'est plus sur le long terme, c'est plus de dire tous les pics de draft que tu as sacrifiés pour faire venir ces joueuses-là, pour quel résultat? Si c'est pour faire des demi-finales pendant 3 ans d'affilée et jamais aller au bout, moi, je trouve ça dommage parce que pour le moment, Phoenix, elle voit quand même passer tous les gros pics de draft, donc les Caitlin Clark, les Cameron Brink, les Paige Bakers, et puis elles ont échangé l'année prochaine, et puis peut-être encore l'année d'après, enfin les Juju Watkins, etc. Et donc, ce qui me fait peur, c'est qu'on est quand même sur des joueuses. Bon, Satou Sabali n'est pas âgée, Kalea Copper va arriver autour de la trentaine, mais Alyssa Thomas est une joueuse assez âgée. C'est qu'elle manque en fait la reconstruction et que ça prenne du temps. Après, Matisse Bia pourra faire ce qu'il fait un peu au Sun, c'est-à-dire se baser sur la free agency aussi pour continuer et puis oublier la draft. Mais moi, je trouve ça, voilà, c'est ça qui me fait un peu peur. J'ai un peu peur que l'équipe plafonne au bout d'un moment, et un peu comme ça a plafonné au Sun, tu vois, et que ça fasse une demi-finale, parce que je pense que cette équipe en play-off, personne ne voudra les jouer, mais que par contre, ça suffise pas, vu les armadas qu'il y a autour, pour aller au bout, parce que donner 3 gros salaires et remplir long cap avec 3 gros salaires, ça tue la profondeur. Et dernier point, la WNBA cette année passe à 44 matchs, donc rajoute encore 4 matchs de plus. Il y a eu 8 matchs de plus en 2 ans, donc les saisons ne s'allongent pas, c'est-à-dire les durées de saison ne s'allongent pas, c'est juste le nombre de matchs. On condense, donc ça densifie totalement le calendrier, et donc ça, j'ai un petit peu peur, et par rapport notamment aussi à Satou Sabali, qui, comme tu l'as dit, a fait une seule saison complète WNBA depuis sa draft. Donc, attention. Alors, elle manque jamais 3 saisons, mais c'est un peu le syndrome Anthony Davis, quoi. C'est un peu des petits matchs par-ci, par-là, quoi. Mais du coup, ça peut jouer, parce que là, s'il y en a une, deux qui manquent, le château de cartes va s'écrouler, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Mais j'aime bien, par contre, sportivement et d'un point de vue basket, faut regarder cette équipe, parce que je pense que ce trio va être fun à voir jouer, et il va y avoir plein de choses à voir dedans. Par contre, après, est-ce que c'est assez fort pour aller au bout? Ça, moi, j'y crois pas.
Moi, Alyssa Thomas, c'est ma joueuse préférée en WNBA. C'est celle que j'aime le plus regarder. C'est pas le jeu le plus spectaculaire dans le sens traditionnel du terme, mais le niveau d'effort, d'intensité, de défense, le playmaking. Enfin, c'est une joueuse. Le seul truc qu'elle peut pas faire sur le terrain, ça va vous sembler paradoxal, mais c'est de shooter, ce qui peut être compliqué. Mais tout le reste, dans tous les aspects du jeu, elle le maîtrise et je suis très curieux de voir. C'est la première fois qu'elle va aller en dehors de Connecticut. Voilà, c'est la première fois de sa carrière qu'elle va jouer en dehors du Sun. Dans un contexte où elle sait qu'il lui reste pas énormément de saison, elle sait que peut-être son shot pour le MVP est passé, probablement, hein. Peut-être qu'elle va nous faire une saison MVP, peut-être j'espère, mais je me suis tellement emballé la saison où je pense qu'elle aurait dû l'avoir et où elle l'a pas eu, que maintenant je me dis bon, puis il y a d'autres stars aussi autour, peut-être que c'est un peu passé. Je sais pas si cet objectif-là l'intéresse dans tous les cas, mais elle veut avoir un shot pour le titre avant la fin, ça c'est sûr. Et peut-être qu'elle jouera très 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 longtemps, on sait pas, c'est un phénomène cette fille au niveau de l'endurance, de la résistance aux blessures, aux chocs, enfin. Dans un précédent CQFR, quand on parlait de la blessure de Jason Tatum avec la rupture du tendon d'Achille, Alyssa Thomas elle est revenue au bout de 8 mois et demi du tendon d'Achille. Et puis 8 mois et demi à la compétition. C'est pas 8 mois et demi aux entraînements, 8 mois et demi à la compétition. Elle a joué des matchs de playoff 8 mois et demi après s'être fait le tendon d'Achille. Voilà. Et je me demande si elle n'a pas fait un triple-double pour l'un des 2 premiers ou 2-3 premiers matchs. Ouais, je sais plus, oui, c'est possible. Enfin bon, bref. Non, mais c'est voilà, joueuse phénoménale et Phoenix, voilà, faut regarder Phoenix pour, ne serait-ce que pour cette joueuse et puis parce que c'est un projet aussi intriguant pour cette saison de WNBA. Il nous reste dans les outsiders, alors je sais pas, tu me diras aussi si tu les considères toujours comme des outsiders après leur première sortie un tout petit peu inquiétante. Ouais, quand même. Le Seattle Storm avec Gabby Williams qui va être un peu plus responsabilisé théoriquement cette année avec un rôle plus grand, un contrat plus important. Seattle qui est une équipe avec un profil très très défensif quand même sur le papier, avec beaucoup de joueuses très fortes défensivement, des joueuses expérimentées aussi. Sur le papier, il y a plein de choses qui devraient cliquer, qui devraient presque nous les faire mettre dans les candidats au titre, mais il y a un mais. C'est quoi ce mais ? Bah, c'est un peu toujours la même chose depuis 3 ans, quoi. C'est le coaching staff. En 2022, le Storm avait une équipe hors norme. En 2023, elles sont passées par une petite période, année un peu reconstruction. 2024, équipe très forte. Cette année, encore équipe très forte. Mais c'est toujours Noel Quinn au coaching. Et à chaque fois qu'il y a eu... Alors, c'est pas une mauvaise coach, hein, je précise à chaque fois là-dessus. Le problème, c'est qu'elle souffre énormément d'adaptation en play-off. Et elle a un défaut aussi, c'est qu'elle ne fait absolument pas confiance à son banc. Et alors que pourtant, elle a de la profondeur. Bon, là, cette nuit, c'était un peu mieux. Elle a fait jouer le banc, mais bon, il y a eu un écart important. Donc, il y a aussi du garbage time. Il faudra voir sur la durée. Moi, c'est ça qui me fait peur parce que je trouve que cette équipe, sinon, elle est bien construite. Comme tu l'as dit, le 5 est complètement dingue avec Ezzy McBegor, qui est une candidate DPOY tous les ans. Gabby Williams, on sait à quel point elle est impressionnante en défense. On a des joueuses comme Alicia Clark aussi qui défend bien, Skylar Diggins-Smith qui est une sacrée joueuse aussi défensive, et il y a du talent offensif. Nneka Ogwumike, c'est une joueuse incroyable, hyper efficace, capable d'étirer les lignes, etc. On a aussi l'ajout de Dominique Malonga qu'on va peut-être parler après, qui va amener aussi un petit peu de capacité de taille. L'équipe est très grande en plus, il y a beaucoup de taille dans cette équipe. Mais moi, ce qui me fait peur, encore une fois, c'est le plan de jeu, les adaptations. Je pense que le Storm a une équipe très forte qui pourrait, depuis des années, vraiment jouer le titre. Mais je pense qu'elles ont plutôt une coach qui est utile pour du développement. Voilà. Et à très haut niveau, ça pardonne pas, et notamment dans des séries de playoffs, ça pardonne pas quand on met 2 matchs ou 3 matchs à s'adapter, quoi. Et c'est pour ça que moi je les mets pas plus haut, parce que sinon sur le papier, honnêtement, c'est costaud, quoi. Ouais, moi aussi alors j'attends l'explosion de Gabby Williams, qui je pense va apporter en attaque aussi. On a vu qu'elle était capable de scorer fort avec l'équipe de France. Elles ont quand même perdu l'une de leurs joueuses emblématiques aussi. Lloyd est partie un peu fâchée contre tout le monde au moment de partir. C'est une scoreuse fantastique. Je me demande encore si elles vont réussir à remplacer cet apport-là offensivement. Je les mets quand même en outsider parce qu'il y a quand même un monde où ça clique et où c'est un enfer à jouer en play-off pour toutes les raisons que tu as évoquées.
il y a enfin, voilà, quand tu as une équipe où il y a de l'expérience de la défense sans que les joueuses soient mauvaises en attaque en plus, enfin, t'as une ancienne MVP avec Nneka Ogwumike, Skylar Diggins-Smith a été une des meilleures meneuses, c'est encore une des meilleures meneuses de la ligue pendant plusieurs années. Gabby Williams, je pense, va vraiment avoir cette explosion-là. On peut s'attarder un peu sur elle, mais là, en WNBA, ça a toujours été plus une role player à Chicago, même à Seattle quand elle est arrivée, on s'attendait pas à ce que ce soit la star de l'équipe, tu vois. Et maintenant elle a une telle confiance et un statut qui a changé que moi je m'attends à la voir plus exposée et plus responsabilisée. Et il y a quand même quelque chose qui fait que j'arrive pas à les mettre avec les équipes dont on va parler après. C'est un peu le coaching staff, on en parle depuis des années aussi, hein, c'est pas une mauvaise coach et à la fois elle a aussi eu quelques petits soucis relationnels avec certaines, enfin, je l'avoue, on en a déjà parlé, mais ça a été une surprise pour moi qu'ils ne changent pas le coaching staff pendant l'intersaison, avec surtout qu'il y avait, enfin, je veux dire, il y a du monde sur le marché, il y a des coachs hommes ou femmes en université qui sont prometteurs aussi, enfin, bon, on verra si le début est un peu chaotique, je serais pas étonné qu'il y ait du changement en cours de route. Je leur souhaite pas évidemment, on espère que le Storm avec Gabi et Dominique Malonga, donc qui a fait ses débuts, hein, qui a fait sa première apparition, qui elle aussi n'ira pas en sélection pendant l'Euro, pour se concentrer à juste titre sur la saison WNBA. Pour nos deux Françaises de cette équipe-là, pour Gabi comme pour Dominique, c'est deux cas très différents. Qu'est-ce que tu imagines pour elle cette saison? Je pense que Gabi, il faudra, si Seattle veut vraiment jouer les premiers rôles, il faudra que Gabi soit dans un niveau All-Star. Alors peut-être pas sélectionné All-Star Game parce que c'est comme en NBA, il y a 20 places, enfin il y a très peu de places, il y a plus de bonnes joueuses entre guillemets que de places pour le All-Star Game. Moi j'aime bien dire qu'on joue comme un All-Star et pas forcément qu'on est comme un All-Star. Mais je pense qu'il faudra qu'elle soit à ce niveau-là. J'ai pas trop de doute. Moi, à mon avis, elle va avoir de l'impact beaucoup plus au scoring et elle va toujours amener ce qu'elle sait faire défensivement. Ça, je suis pas trop inquiet, mais il faudra en tout cas. Après, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est un changement un peu drôle. Disons qu'elle aura plus de pression. Et elle aura aussi plus de pression par rapport au contrat. Elle a un contrat. C'est la joueuse la plus payée de Seattle, de l'effectif. Sachant que, comme tu l'as dit, il y a des anciennes MVP. Enfin bon, tu vois, voilà, il y a des anciennes joueuses qui ont été dans des first teams WNBA, etc. Donc, ça met quand même un peu de pression naturellement, même si je pense que Gabi, là-dessus, je n'ai pas trop de crainte sur ce point-là. Et puis, pour Dominique, après, on en avait beaucoup parlé quand on avait fait le petit podcast sur la draft. Moi, je pense que c'est bien parce qu'elle tombe dans un environnement qui est bon. Je veux dire, Seattle, c'est une franchise qui travaille bien, qui a un front office qui travaille bien. Elle ne sera pas exposée, c'est une franchise historique. Elle a Gabi Williams, en plus, qui est française, qui va pouvoir l'aider, prendre le rythme et tout. Tout le monde est très enthousiaste là-bas, c'est très bien. Après, je pense qu'elle va pas avoir un énorme temps de jeu et cette nuit nous l'a un peu confirmé. Le match a quand même été rapidement plié et elle a joué 9 minutes. Voilà, faut pas s'attendre à mon avis à des très très longs temps de jeu parce que l'équipe est compétitive et puis parce qu'elle a 19 ans et qu'il y a encore plein d'axes de travail. Mais par contre, le côté positif, c'est qu'elle a priorisé, en tout cas cette année, la franchise WNBA par rapport à l'équipe de France. Je pense qu'il est plutôt une bonne chose parce que Dominique, elle a un rôle mineur pour le moment en équipe de France, donc elle aura le temps d'en jouer des euros, des mondiales, etc. à 19 ans. Donc c'est bien, ça montre à sa franchise qu'elle compte s'investir vraiment dans le projet WNBA et ça c'est important pour les franchises. Et du coup, elle va apprendre autour de joueuses incroyables. Enfin, à l'entraînement d'avoir Nneka Ogwumike, Ezi McBegor, Skylar Diggins-Smith, tout ça, ça va forcément accélérer sa progression. Et moi, je suis emballé. Par contre, et je le dis, je le répète, il faut pas s'attendre à ce que des fois on lit de l'autre côté des États-Unis que ça va être la plus grande joueuse, le plus grand prospect de l'histoire du basket féminin, etc. et qu'elle va déjà dominer la ligue à 19 ans. Faut pas, voilà. Il faut et puis arrêter toutes les comparaisons avec Victor Wembanyama, s'il vous plaît, parce que ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça que il faut prendre le temps et à mon avis, elle est dans un bon environnement, quoi. C'est juste, moi je me suis déjà exprimé dessus, c'est que j'aurais préféré peut-être l'avoir un peu plus
dans une équipe en reconstruction pour caler 25-30 minutes par match. Voir un peu pour un peu tester les pouvoirs, tu vois, voir un peu ce qu'elle peut faire. Elle n'aura pas ces opportunités-là à Seattle, enfin, très certainement pas en tout cas. Mais bon, c'est par contre, elle arrive dans une équipe compétitive avec tout ce que ça amène aussi autour de son développement. Donc, moi je suis emballé, je suis pressé de la voir, et puis en plus elle a la banane tout le temps. J'ai l'impression elle a vraiment envie de réussir et bah, c'est voilà, c'est top quoi. Elle est ultra Donc prête, honnêtement. Enfin, au niveau ouais, voilà, de l'envie, elle a fait vraiment ça très sérieusement, sa préparation. Bon, elle parle un super anglais, ça peut sembler être un détail, mais c'est quand même qu'elle avait ça derrière non, la c'est tête. super ça. Et moi aussi, j'aurais aimé la voir, peut-être, je sais pas, à Washington ou autre, mais où elle avait 30 minutes. Mais voilà, t'as raison, il y a les bienfaits aussi de côtoyer des choses d'expérience très tôt dans ta carrière. Et puis de pas connaître une médiocrité qui peut aussi s'installer, mine de rien, si tu restes plusieurs années dans une équipe qui est pas compétitive, au niveau de la confiance et du développement, c'est pas toujours l'idéal. Donc ça, voilà, faudra prendre ce qu'il y a de bon à prendre. C'est intéressant effectivement qu'elle reste aussi, qu'elle n'aille pas en équipe de France pour elle. Hein, je parle pas pour l'équipe de France, mais t'as raison, pour l'instant le rôle n'est pas encore Elle aura déterminant le pour les temps. Bleus. Elle aura le temps d'y revenir. Elle a 19 ans. Voilà. Et puis au gré des blessures, on ne sait pas. Il y a des blessures dans une Oui, saison. ah Tu as bah, raison, bien sûr, le bien évidemment. calendrier est dense. Il y aura peut-être des opportunités. Déjà, si elle est première rotation intérieure, c'est déjà intéressant dans cette équipe-là. Et bah ouais, on lui souhaite évidemment ça. On l'a répété 15 fois, mais les articles américains sur la plus grande prospect et machin, même elle les a balayés en disant arrêtez les Bah, bien comparaisons. sûr. Moi, je viens avec humilité et peut-être que dans quelques années, on pourra se dire effectivement, c'est une joueuse phénoménale et qu'on n'a jamais vue, mais voilà, patience, c'est quelque chose de pas simple à demander quand il y a de l'emballement médiatique. C'est une ligue en plus qui est jeune et qui draine de l'attention nouvelle avec des gens qui regardaient pas du tout, qui s'y intéressent, qui ont tendance à vouloir aussi s'enflammer, ce qui est logique. Hein, nous aussi, parfois, on Ouais. s'enflamme un peu, on est content de voir des joueuses qui explosent. Mais voilà, la patience, c'est quand même le maître mot et il faut avoir ça en tête pour Dominique, je pense. On va passer aux candidates au titre, si je ne dis pas de bêtises. Normalement, on a fait le tour des outsiders. Elles sont. Alors, toi, tu mets Indiana donc dedans, Ouais. on l'a compris, je l'entends très bien, c'est pas du tout déconnant avec l'effectif qu'il y a et avec l'ambition affichée. Euh, Il y a quand même, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait trois équipes qui se détachaient. Certains diront deux, peut-être que tu me diras deux parce que je sais que tu es un peu moins haut sur Vegas, en tout cas en saison régulière. Mais on va commencer par les champions en titre. Les champions en titre, New York, qui a enfin enlevé la pression. Je vois qui s'est enfin enlevé la pression de gagner un titre. Le Liberty n'avait jamais été champion en WNBA, qui a toujours une équipe phénoménale sur le papier, qui s'est renforcée, qui a recruté Natasha Cloud, qui a certes perdu Courtney Vandersloot, mais qui est dans un autre stade de sa carrière, on va dire, qui va gentiment finir à Chicago, avec femme et enfants. C'est une bonne nouvelle pour elle aussi. New York qui récupère Marine Johannes, qui n'était pas là l'année dernière, qui cette fois sera de la partie. Moi, je vais le dire directement, je pense que New York fera le doublé, ou en tout cas est dans la meilleure position possible pour faire le doublé, le back-to-back qui n'était pas simple à faire. On l'a vu en Vegas, ça a été la première équipe depuis 1 million d'années à le faire, depuis les Sparks de Lisa Leslie. Mais je pense que cette équipe est suffisamment bien construite, avec suffisamment de talent et avec cette pression qui est enlevée maintenant de devoir gagner à tout prix pour réaliser le back-to-back. Alors, il y a évidemment des interrogations, hein. Il manque une joueuse essentielle comme Betnadja Laini, qui est le lion, la glu de cette équipe, qui a un niveau de All-Star, mais qui est capable de jouer comme un soldat et sans tirer la couverture à elle-même. Mais voilà, l'équipe est quand même incroyablement forte. Moi, c'est mon favori pour le titre. C'est pas du tout une hot take, mais je pense qu'il va falloir se lever de bonne heure pour aller battre New York jusqu'en finale. Non, mais sur le papier brut, c'est la meilleure équipe et c'est l'équipe la plus profonde. Donc quand on dit ça quand même, ça quand même, ça en dit long sur la capacité. En plus, comme tu l'as dit, il y avait de la pression l'année dernière, hein, après la première année en échec. Alors certes, elles avaient été en finale, mais elles s'étaient quand même fait balayer totalement. Et donc du coup, il y avait de la pression l'année dernière. Et moi, je pense que si ça n'avait pas gagné, ça aurait explosé. Là, elles vont maintenant. Le projet, il est gagnant là maintenant, de toute façon. Tu vois, tout ce qu'elles ont fait, les moves. Donc,
effectivement, je suis de ton avis. Je pense que c'est très bien que elles vont être libérées de tout ça, toute cette pression. L'ajout de Tasha Claude, même si moi j'ai quelques doutes offensivement en playoff, bon ça voilà, faudra voir, mais c'est des doutes tactiques, c'est pas des doutes sur les joueurs, sur la joueuse entre guillemets. Je pense que ça va être bien parce que c'est une équipe qui est de temps en temps qui était remplie de talent, mais un peu soft dans le caractère. Et s'il y a bien une qualité énorme à Tasha Claude, c'est bien ça. Et c'est voilà la dureté, la capacité défensive. Attention, hein, c'est une excellente joueuse aussi offensivement, Ça a été la meilleure mais passeuse de la ligue une saison, hein, juste. ouais, voilà. Mais elle amène aussi ce côté, voilà, un peu, bah, tu sais, un peu gueulard, quoi, dans une équipe. Et ça, je trouve ça très bien. Ouais, ça va être très fort. Il y a plein de joueuses qui sont remplaçantes dans cette équipe, qui seraient titulaires dans des équipes, et pas seulement dans des équipes en reconstruction, qui pourraient être titulaires dans des équipes qui jouent les playoffs. Donc, ouais, il n'y a presque pas de défaut, et elles ont plein de façons de jouer différentes. Après, est-ce que des fois aussi le fait qu'il y a trop de talent et donc du coup qu'on n'exploite pas à 100% chaque pièce du talent peut pas être des fois aussi un peu un problème entre guillemets parce que on l'a vu sur des années, des fois elles ont eu du mal à aller alimenter Jonquel Jones parce que bah il y avait d'autres joueuses à alimenter à côté. C'est le petit risque, mais honnêtement, je pense que oui, c'est l'équipe grande favorite et la meilleure équipe sur le papier. Donc Moi, la question, et le truc que je me demande, c'est. Alors, on fait pas toujours des comparaisons avec la NBA, c'est pas toujours pertinent, attention. Mais tu vois, ce qui est arrivé à Boston, qui était quand même attendu comme un grand favori, moi j'ai le sentiment que. Il y a vouloir défendre son titre et avoir l'envie d'aller chercher le suivant, tu vois. Et ça va peut-être jouer à ça, parce qu'il y a des équipes derrière. Attention, on va parler d'autres équipes, hein, Minnesota, Las Vegas, qui vont avoir envie, qui ont des envies de revanche, forcément. Et ce sera pas simple pour New York de battre ces équipes-là si elles les affrontent à un moment de la saison en playoff. Mais j'ai l'impression que New York est en contrôle de son destin. C'est-à-dire que si elles font ce qu'il faut, on va rappeler les joueuses, hein, je veux dire le grand public, enfin pour le grand public qui pourrait découvrir éventuellement, mais Brianna Stewart, Sabrina Ionescu, Jonquel Jones qui a été MVP des finales et qui est une ancienne MVP de saison régulière aussi. Enfin, l'équipe elle est incroyablement talentueuse. On ajoute à cette équation Marine Johannes qui va sortir du banc, mais qui, voilà, on la connaît, elle apporte quelque chose offensivement qui est incroyable. Voilà, pour moi, c'est un peu, je sais pas si j'irais jusqu'à dire, c'est New York qui perd, comment dire, que le seul moyen pour New York de pas être champion, c'est de perdre le titre, de le lâcher à cause du relâchement inconscient, d'un manque de, pas d'envie, mais bon, tu vois ce que je veux dire, d'avoir un certain confort. Avoir moins la niaque, moins l'envie, parfois j'ai un peu cette impression-là, parce que sur le papier, bon sang, cette équipe, wow. Je pense quand même qu'il y a une équipe qui peut les battre, moi. Mais au-delà que... Je suis d'accord avec toi. Hein, je pense que j'ai du mal à ne pas les voir en finale. Encore une fois, ça dépendra aussi des match-ups hein, en playoff. Mais voilà, je pense que ça va dérouler. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'elles peuvent se flinguer un peu elles-mêmes, entre guillemets, si l'attitude n'est pas très bonne, mais je n'ai pas trop de doute là-dessus. Par contre, je pense que quand même, sportivement, il y a une équipe qui peut vraiment les impacter. Mais autrement, par contre, ouais, sur les autres équipes, j'ai du mal à voir comment elle pourrait perdre. Et on a vu hier un bon match entre New York et Vegas, qui était d'ailleurs un excellent match pour un premier match. Le niveau de jeu était incroyable. Mais voilà, on a bien vu les limites de Vegas face à ce type d'effectif. Et je pense que oui, il y a beaucoup d'équipes qui vont se casser les dents. Avant d'enchaîner avec Vegas, parce que ça va être intéressant de parler de Vegas, et on finira par l'équipe qui est... Enfin, ça a été presque c'est une mini surprise, hein, pas une grande surprise, mais c'est Minnesota qui est favori chez les bookmakers et qui est favori dans les sondages. Pour moi, c'est mon favori pour le titre. Ça s'entend totalement. Mais avant ça, je voulais juste un petit mot sur Marine Johannes, sur ce qu'il faut attendre d'elle aussi cette saison. Elle n'était pas là pour la saison du titre, ça doit être une petite frustration pour elle, mais on sait que le staff du Liberty, on sait que tout le monde aux États-Unis attend de la voir et de la revoir en WNBA. Est-ce que par exemple ça peut être une candidate à un titre, parce qu'on va pas parler de ce trophée-là après, mais peut-être au titre de 6e joueuse de l'année, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à ça pour Marine ? Ouais, bah, je pense que c'est crédible totalement. Elle va avoir, à mon avis, elle va avoir 20 minutes de temps de jeu, entre 18 et 20 en sortie de banc. Elle va
elle va venir en relais, soit jouer à côté de Tasha Claude, soit jouer à côté de Sabrina Ionescu. L'avantage de cette équipe, c'est qu'il y a beaucoup de playmakers. Donc, et puis Marine, ce qui est top pour elle, c'est qu'elle peut jouer de plein de façons différentes. Elle peut jouer avec la balle, elle peut jouer des pick and roll, mais elle peut aussi jouer sans le ballon, tu vois, se mettre dans un corner pour aller spacer le terrain, etc. Donc, elle a cette capacité de plug and play énorme. Et donc, dans une équipe où il y a beaucoup de talent, beaucoup de porteuses de balles, bah, c'est utile d'avoir des joueuses comme ça. Et donc, et on l'a vu hier, elle est rentrée régulièrement. Elles ont même fait des line-up avec 3 petites aussi. Donc, non, je pense qu'il n'y aura pas trop de doute. À mon avis, c'est la première rotation extérieure du Liberty. Et sans trop de difficultés. En plus, Marine, elle est là quand même. Enfin, sa première année en WNBA, c'est 2019. Alors, elle n'a pas fait tous les ans, mais elle est là depuis longtemps. Maintenant, c'est quand même une joueuse qui est habituée, qui est référencée en plus, et que tous les Américains adorent. En plus de, tu vois, qui adorent son jeu parce que forcément, bah, c'est hyper flashy et tout. Donc, non, je pense que ça va bien se passer pour Marine. Puis ce jeu, le jeu WNBA se prête tellement bien à son jeu, beaucoup plus que l'Europe au final. Donc, non, ça va être top. Marine, il n'y a aucun doute. Puis bon, maintenant, c'est plus une jeune joueuse, hein, tu vois. Je sais que souvent, des fois, dans le, comment dire, dans l'inconscient des gens, en fait, on a toujours l'impression que, parce qu'on l'a vu évoluer depuis très jeune, mais bon, elle a 30 ans, quoi. Donc, donc avec du vécu, et puis une finale de Euroleague cette année aussi, quoi, en Europe. Ouais. Donc, elle arrive aussi avec tout ça, quoi. Donc non, ça va marcher pour Marine, ça va rouler. Puis il y aura du highlight, il y aura de la passe flashy, il y aura du tir sur une jambe. C'est sûr et certain, ça. Aucun doute là-dessus. Voilà, pas de problème. Du step back et tout, ça va tomber. Hein, ça, vous inquiétez pas, quoi. Non, ça va être top pour Marine. Bon. On passe à Las Vegas, qui est une équipe particulière, donc qui a pas réussi à faire le three-peat, l'incroyable three-peat. Ça aurait été dingue de réussir ça. La saison dernière, il y a eu du changement. On a parlé qu'Elsie Plum est partie du côté de Los Angeles. Jewel Lloyd est arrivée, superstar de Seattle, grosse scoreuse, l'une des meilleures joueuses de la ligue. Mais ça nécessite quand même une adaptation. On peut aussi se demander si cette équipe n'a pas atteint une fin de cycle quelque part aussi. Hein. On peut se le demander, malgré... il y a la MVP en titre dedans, il y a A'ja Wilson qui est une joueuse monstrueuse, il y a de la qualité. Qu'est-ce qui fait que toi, tu les considères... Moi, je les mets toujours dans la catégorie vraiment prétendante, incontournable et au-dessus de la mêlée, avec les équipes dont on vient de parler. Qu'est-ce qui fait que toi, c'est pas si évident que ça et que même tu les mets derrière une équipe comme Indiana en saison régulière? Alors, Vegas a 4 joueuses hors normes. Par contre, c'est à peu près tout. Et c'est ce qui me fait peur. Pour la saison régulière, en tout cas. C'est pour ça que je préfère différencier un peu les playoffs de la saison régulière. Elles ont 4 joueuses hors normes: Jewel Lloyd, Chelsea Gray, Jackie Young et A'ja Wilson. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Pour moi, il n'y a que le Liberty qui a, on va dire, 4 joueuses de ce niveau-là dans son effectif. Par contre, le problème, c'est qu'il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de banc. Et donc, sur une saison de 44 matchs, avec des joueuses quand même, notamment comme tu vois Chelsea Gray qui est un peu âgée aussi, ça me fait un peu peur. Et je pense que Vegas ne va pas forcément, enfin, en tout cas, moi, si j'étais Becky Hammon, c'est ce que je ferais, je forcerais pas sur la saison régulière. Le but, c'est d'être top 4, top 5, de faire les playoffs. Après, une fois que tu es en playoff, de toute façon, cette équipe, elle est suffisamment forte autour de ces 4 joueuses-là pour, quel que soit l'adversaire, les regarder dans les yeux. Et peut-être, à part New York et Minnesota, les jouer, tu vois. Vraiment les yeux dans les yeux. Donc, globalement, moi, je ferais plutôt comme ça pour essayer d'arriver en forme en playoff. Parce que si elle se défonce totalement physiquement en saison régulière pour aller jouer une top 2 et que les joueuses arrivent cramées en playoff, vu le banc, etc., c'est pour ça que moi, la saison, je suis un peu... Bon, je les vois quand même faire top 4. Je pense qu'elles ont un effectif pour être top 4 et que ça va rouler quand même. Mais par contre, moi, je le trouve très... Voilà, en manque de profondeur. Et il y a quelques postes aussi qui m'inquiètent un peu autour des 4 joueuses énormes. Donc voilà, Le poste 5. Bah ouais, parce qu'au final, là, ils font confiance à Kiah Stokes. Mais Kiah Stokes se fait énormément cibler par toutes les équipes. Et l'année dernière, enfin depuis que ça marche bien, elles avaient toujours
on va dire, une fausse poste 4 qui étire les lignes, qui était Alicia Clark. Ils ont eu Candace Parker aussi pendant quelques temps, ça va pas mal. Mais du coup, ils n'ont plus cette joueuse-là. Et je vois pas de solution dans leur effectif pour enlever Kia Stokes quand il y a besoin de jouer contre des très fortes équipes. Et ça, je pense que ça va être un vrai problème d'adaptation contre les très bonnes équipes parce qu'ils vont la cibler. Et d'ailleurs, New York l'a très bien fait hier dans le match. Donc, voilà. Donc, équipe forte parce que 4 joueuses de très haut niveau. Mais est-ce que ça suffit quand on voit les profondeurs des 3 autres, pour moi, concurrents? C'est ça l'interrogation, parce que quand elles ont gagné le titre, les deux titres, il y a notamment une année où Becky Hammon faisait quasiment jamais appel à son banc, où elle était très très centrée sur son 5, mais il y avait moins d'équipes super team ou ultra profondes comme il peut y en avoir un peu maintenant, avec des effectifs mieux construits, plus talentueux. Donc je partage ce constat-là. Par contre, et tu fais bien, je pense, de différencier saison régulière et playoff, c'est que pareil, en playoff, t'as absolument pas envie de te manger A'ja Wilson. Chelsea, ça c'est sûr. Chelsea Gray qui a eu le temps qui a pris un an pour revenir bien de sa grosse blessure. Jackie Young qui est une joueuse encore sous-cotée, je pense, médiatiquement, qui n'est pas encore reconnue à sa juste valeur, mais qui est phénoménale. Puis Jewel Lloyd, au bout d'un moment, il y aura une adaptation. Parce que là le petit temps d'adaptation, ça va venir tranquillement, mais au bout d'un moment, elle sera adaptée. Et Jewel Lloyd, c'est un enfer aussi. Donc, voilà, je distingue effectivement ce qu'elles seront capables de faire en saison régulière et la menace qu'elles peuvent représenter en playoff, où là, je les mets à la hauteur de New York et de Minnesota. Le problème qui va se passer aussi, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que si la saison est un peu moins bonne, c'est qu'elles vont se retrouver avec un parcours beaucoup plus difficile. L'année dernière, elles ont joué Seattle au premier tour parce qu'elles ont fini 4e, elles ont joué le 5e, c'était pas facile. Et après, elles jouent New York en demi-finale. Tu vois, les autres années, elles jouaient New York en finale. Donc, l'avantage de finir top 2, c'est que tu t'ouvres le tableau quand même. Le premier tour est quand même une formalité, souvent, pour les équipes du top 2. Là, le problème, c'est que, imaginons que c'est Indiana ou Seattle au premier tour, c'est pas le cadeau. Hein. Et si derrière, tu joues Minnesota ou New York pour ensuite jouer peut-être New York ou Minnesota en finale. Ouais, t'as pas volé ton titre, quoi. Voilà, en tout cas, c'est clair. Donc, c'est pour ça que la saison a quand même cette importance-là. Mais c'est vrai que je pense que le plus important, c'est ce que tu as dit, c'est aussi d'arriver en bonne santé en playoff, quoi. Parce que autour d'A'ja Wilson, on l'a vu hier encore, elle est indéfendable. Elle est indéfendable. Mais par contre, le problème, c'est que l'effectif autour la profondeur d'effectif est pour moi problématique. On verra ce que donneront les Aces. La dernière équipe, celle dont on n'a pas encore parlé, les Minnesota Lynx. Donc favoris au titre selon les bookmakers. Favoris pour toi, Gis. Elles sont vraiment pas passées loin du titre l'année dernière. Je dis que New York a été champion et New York me semble en bonne position pour être champion, mais elles ont gagné que 3-2 et ça se joue pas à grand chose sur le dernier match. Il y a eu une série et une campagne et une saison de Nafisa Collier qui a été gigantesque. L'effectif est resté sensiblement le même avec quelques petits ajouts. Il y a toujours une coach qui est une légende en WNBA, Cheryl Reeve. Il y a tous les atouts pour recommencer. Ma seule interrogation, ce qui fait que je les mets pas devant New York dans un classement théorique, c'est après tout le monde ne s'y attache pas. Moi, je m'y attache aussi en NBA, tu vois, quand je fais des pronostics et tout ça. L'effet de surprise, parce que c'est une relative surprise quand même de les voir aussi fortes l'année dernière, on savait que ce serait une équipe de play-off, il y a quand même des fortes joueuses, le coaching, l'expérience, mais maintenant les équipes vont jouer les Lynx comme une équipe qui est favorite pour le titre, et c'est là que j'attends de voir quelle joueuse éventuellement ou quelle façon de faire pourra leur permettre de contrecarrer ça, mais les Lynx sont fort logiquement dans les grandes favorites de cette saison. Alors j'entends ce que tu dis et je suis globalement assez d'accord régulièrement là-dessus. Le problème que j'ai moi avec ça, c'est que est-ce que des équipes ont des plans pour contrecarrer le style de jeu des Lynx? Et moi, j'en suis pas persuadé, en fait. Et c'est pour ça. Parce que bon, l'année dernière, oui, New York passe, mais enfin, ça joue vraiment, vraiment à rien. Et en plus, il y a des quand même, des erreurs d'adaptation au coaching en finale. Enfin, en tout cas, voilà, quelques matchs d'adaptation pour faire ce qu'il fallait. Je pense que sinon, les Lynx auraient eu le titre. Mais bref, cette équipe, c'est pas la meilleure équipe de la ligue. Clairement pas. C'est pas l'équipe avec le plus de star power,
Mais alors, par contre, c'est l'équipe qui joue le mieux et qui a un plan de jeu et qui s'y tient. Et c'est-à-dire qui va pas aller chercher de faire autre chose, mais c'est hyper efficace. Elles sont dans un jeu extrêmement moderne avec beaucoup de joueuses autour de la ligne à 3 points pour espacer énormément le terrain. Et elles ont une joueuse qui se prête énormément à ça, qui est exceptionnelle, qui est pour moi... Alors, on a parlé d'Eja Wilson juste avant. Pour moi, elle est dans le débat de la meilleure joueuse du monde, clairement, qui est Nafisa Collier, qui est juste rayonnante des deux côtés du terrain, qui est voilà une espèce de joueuse capable d'à peu près tout faire, quoi. Et moi, la seule incertitude que j'ai sur cette équipe, c'est qu'il faut vraiment pas que Nafisa Collier se blesse. Voilà. Parce que le château de cartes, là, il tombe. Mais si elle fait une saison comme l'année dernière, c'est-à-dire du début à la fin, bon, elle avait manqué une petite semaine, je crois, mais voilà, ça changera pas grand-chose. Je pense que cette équipe va être très forte. En plus, pour plusieurs raisons. C'est parce que je trouve elles ont été malins à la free agency. Elles n'ont pas cherché à bouleverser leur effectif, mais elles ont fait des petits ajouts hyper intéressants. L'arrivée de Carly Samuelson, qui est une role player, mais qui est une grosse shooteuse à 3 points et qui va se mettre parfaitement dans le style de jeu. Et ça va amener encore plus de danger à 3 points. Donc, alors bon, par contre, les gens qui n'aiment pas trop le 3 points, effectivement, c'est un peu compliqué. Mais vous allez voir, si vous regardez les Lynx, il y a du 3 points, mais c'est du 3 points construit. C'est pas du 3 points pull-up, après dribble, quoi. Donc, le jeu est construit. Et puis, il y a aussi le fait de faire revenir Jessica Shepard, que moi, qui est une joueuse que j'adore personnellement, qui était en contrat suspendu l'année dernière, qui avait privilégié sa saison européenne pour pas venir en WNBA, mais qui est une machine au rebond. Et c'était un des gros défauts l'année dernière des Lynx, parce qu'elle jouait un peu sans poste 5, avec beaucoup de 5-out, beaucoup de jeux spacés, quoi. Et ça va leur offrir cette opportunité-là, d'avoir cette solution-là en cas de besoin, et notamment contre des grosses armadas comme Vegas avec Eja Wilson, le Liberty avec Jonquel Jones, qui sont des grosses rebondeuses. Et moi, je trouve que cette équipe, quand on a un bon coaching staff, un plan de jeu tactique très difficile à attaquer, et une joueuse top 2 mondiale, et des bonnes role players autour, si vous voulez, je vais faire une analogie, ça ressemble vraiment, cette équipe, alors pas dans le style, mais dans ce qu'était Dallas autour de Luka Doncic. C'est-à-dire un joueur, une joueuse hors norme et plein de role-players autour. Avec il y avait Kyrie Irving, mais t'as Kayla McBride quand même autour, tu vois, qui est pareil, qui est une deuxième, qui est un peu, ça ressemble un peu dans le. Alors, je fais pas de comparaison dans les styles de jeu, ça se ressemble pas, mais c'est pour comparer par rapport à des grosses armadas, tu vois, qu'il pouvait y avoir comme Boston, etc. Ça ressemble à ça. C'est une équipe qui est construite, mais au millimètre. Tout est parfaitement bien assemblé. Et donc, s'il n'y a pas de pépins de blessure de grosses joueuses, je pense qu'elles seront vraiment, vraiment pas loin. Et en plus, les Minnesota et Nafisa Collier l'a clairement déclaré en début de saison, elles n'ont absolument pas digéré la défaite la saison dernière. Et ça, par contre, moi, je crois énormément à ça. On l'avait vu aux Spurs en 2014, à l'esprit de revanche, entre guillemets, le Liberty avec Vegas l'année dernière. Ça donne une âme aussi supplémentaire à l'équipe. Et voilà, moi, j'y crois fort aux Lynx, à condition évidemment qu'elles soient épargnées par les blessures. Mais bon, ça, on peut le dire un peu aussi de beaucoup d'équipes, quoi. Malheureusement, si tu perds ta grande star, effectivement, ça devient plus compliqué, quoi. Bon, a priori, il n'y aura pas de... Cheryl Reeve, qui est aussi présidente des opérations basket, ne va pas nous faire une Nico Harrison et trader sa Luka Doncic en la personne de Nafisa Collier. J'y crois pas. Non, mais c'est pas parce que tu sais en plus que j'aime pas ces comparaisons-là. C'est juste pour donner un peu de... Comme vous avez quand même un public majoritairement NBA, c'est pour donner un peu des petites comparaisons. Mais c'est pas du tout dans le même style de jeu. Mais dans la construction de l'équipe, c'est ça. C'est vraiment une joueuse majeure avec plein de pièces autour qui vont parfaitement fitter dans le style qu'elles veulent mettre en place. Moi, je trouve que Nafisa Collier est de plus en plus forte. Elle a eu une pause dans sa carrière pour cause de maternité. Elle a eu son enfant. Elle est revenue dans une forme physique petit à petit exceptionnelle.
T'as raison, c'est une two-way player incroyable. L'année dernière, elle a atteint un niveau. J'étais même pas certain qu'elle était capable d'atteindre ce niveau-là. Je savais que c'était une bonne chose, attention, hein. C'est une des meilleures de la ligue, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais la voir aussi déterminante en attaque, tout en étant. Alors, elle a été le Defensive Player of the Year quand même, il faut le rappeler. Et elle aurait très bien pu, voire dû, si on est un peu taquin, être élue MVP la saison dernière. Je pense que c'est évidemment leur atout majeur. Minnesota a de très très gros arguments pour aller chercher le titre. Il faudra voir ce que ça donnera. Il y a une Française aussi qui a rejoint l'équipe, le premier cette année. Ouais, c'est vrai. Oui, exact. Marième Badiane, donc pas non plus une jeune première, hein. C'est comme pour Marième J'allais l'oublier en plus, tu vois. Marième Badiane qui sera dans la rotation à l'intérieur des Minnesota Lynx, qui a un profil tout à fait intéressant, qui a été très bien ciblé, je pense, par Cheryl Reeve, par le staff des Lynx, pour jouer à l'intérieur avec une expérience, une capacité à s'écarter un peu, à faire plein de choses utiles ici et là. Quelle saison tu vois pour Marième Badiane? Alors déjà, je pense que comme tu l'as dit, c'est un ajout parfait parce qu'elle se prête vraiment à ce style de jeu-là. C'est une intérieure, mais qui peut s'écarter, qui a un peu de tir à 3 points, qui a un peu de tir aussi à 4-5 mètres. Donc elle pourra aussi participer à ce style de jeu-là. C'est très malin parce que ça permet de la signer à un contrat minimum. Et donc tu mets une joueuse de 30 ans sur ton banc qui a de l'expérience à ce salaire-là. Donc pour un concurrent au titre, c'est parfait. Après, par contre, sur le temps de jeu, je pense que ça va quand même être assez faible. Parce que, encore une fois, elle est dans une équipe très, très compétitive et qui a beaucoup de certitude dans le jeu et avec beaucoup de rotation. Mais je pense qu'elle jouera quand même, j'imagine, 7-8 minutes en playoff, 10 minutes en saison régulière, pardon. En playoff, j'ai un peu peur que la rotation se resserre et qu'elle joue moins. Mais elle aura une pièce, ça sera une pierre importante parce que s'il y a un problème de faute d'une des joueuses, elle pourra rentrer. Voilà, on la verra, je pense, sur certains matchs, avoir plus de temps de jeu sur on va dire, tu vois, des situations de match un peu particulières, hein, des fautes, des choses comme ça. Mais voilà, faut pas s'attendre à ce qu'elle joue 25 minutes par match, hein, pas dans cette équipe-là en tout cas. Mais ça fit et honnêtement, je pense que Marième, elle est à un âge où elle vient pas dans une équipe pour se développer, quoi. Tu vois, là, ce qui l'a intéressé aussi, c'est sans doute le projet très compétitif. Parce qu'elle est à cette partie-là de sa carrière, quoi. C'est un peu. Alors, elle jouera, je pense, peut-être un petit peu plus. Il faudra voir. Mais bon, Olivia Epoupa l'année dernière aussi était à un stade plus avancé. Je pense qu'elle jouera plus qu'Olivia Epoupa. Mais c'est un peu dans l'idée. Voilà, c'est pas une joueuse qui vient pour se développer. Elle vient pour vivre une expérience qu'elle a jamais vécue. Là, elle vient d'enchaîner sa première saison hors de France en Turquie avec le Fener. Et sa première saison aux États-Unis, donc c'est à la fois une très belle expérience, mais elle n'est pas là juste pour faire du tourisme, parce qu'elle est dans une équipe qui sera très très compétitive, comme le seront les Minnesota Lynx. Donc Gis, toi favori Minnesota, enfin tu vois Minnesota, si tu dois mettre une pièce absolument, enfin si tu dois choisir une équipe pour le titre. Il y a plusieurs favoris, mais je pense que oui, je mettrai Minnesota. Ouais. Très bien. Et pour les trophées individuels, alors parce qu'on va se pencher rapidement sur les trophées individuels avant de se laisser. On va pas rentrer dans. Alors c'est très compliqué de déterminer qui sera la MIP, qui sera. Surtout que les définitions changent en plus, donc. Voilà, c'est comme en NBA. Voilà, mais pour la MVP, on va faire MVP Roy et DPOY, si ça te va. MVP. Moi, j'ai identifié 4 candidates. Tu me dis si j'ai oublié quelqu'un d'après toi. Alors, j'ai pas mis Alyssa Thomas, mais bon, elle pourrait très bien être dedans et j'adorerais qu'elle soit dedans. Je vais essayer peut-être j'espère qu'elle se fera oublier et qu'elle coiffera tout le monde au poteau. Mais j'ai noté Nafisa Collier, donc A'ja Wilson, qu'on a déjà gagné 3 quand même. Hein, j'ai revu ça, c'est impressionnant. Brianna Stewart, par la force de l'habitude aussi, avec New York. Si c'est à nouveau la meilleure équipe de saison régulière, elle sera dans la discussion. Et Caitlin Clark, si Indiana arrive à être aussi bien placé que ce qu'on l'espère et voire même que ce que toi tu l'espères, c'est-à-dire dans le top 3. Est-ce que pour toi la MVP probable se trouve dans cette liste-là ou est-ce qu'on a oublié quelqu'un? J'aurais mis Alyssa Thomas dedans, mais je pense que Phoenix sera trop loin au classement. On sait bien que ça joue le classement, donc je pense que Phoenix sera trop loin au classement pour rentrer, vu les performances des autres. Ouais, non, je pense que t'es dedans. Y a pas. Grosse pièce, mais c'est le match d'hier qui me fait dire ça. Attention à Jonquel Jones. Parce que si New York se met à l'utiliser comme elles l'ont utilisé hier, ça peut être quelque chose aussi quand même. Mais à New York, en fait, il y en a 3 qui pourraient l'être à New York, donc globalement. Mais voilà. Mais oui, non,
voilà, t'es dedans, t'es dans la cible, on va dire, je pense. Ouais. Jonquel Jones, MVP des finales et ancien MVP tout court avec le Sun. Donc, ouais, 2021. Tout à fait possible. Effectivement, en fin de saison, en finale, elles se sont mises à l'utiliser à l'intérieur, ce qui est plutôt une bonne idée en général. Moi, si je dois me mouiller un peu, je pense pas qu'Aja Wilson gagnera un quatrième titre de MVP. Non plus. Alors, pas qu'elle le mérite pas, hein, mais il y a aussi la fameuse fatigue des votants dont certains joueurs et joueuses sont parfois victimes. Ça, c'est sûr. Nafisa Collier l'a jamais eu. J'ai l'impression que si elle est dans la lignée de ce qu'elle a fait avec Minnesota et encore top 2, top 3, elle sera pas très loin du compte. Et Caitlin Clark, peut-être l'espèce d'élan et d'engouement si Indiana finit encore plus haut que prévu. Attention, parce qu'au niveau des stats, elle commence le triple-double, je pense qu'elle sera pas mal. Je pense que ça sera Nafisa ou Caitlin, moi. Ouais. Et comme la Ligue en général, et que les votants en général se trompent d'une année sur l'autre, comme Nafisa Collier aurait dû l'avoir l'année dernière et qu'elle l'a pas eu, il est possible qu'il lui donne cette année voilà, alors que peut-être que ça sera peut-être pas elle qui le méritera le plus, mais bon, enfin mérité de toute façon. Globalement, là, toutes ces joueuses-là, elles sont dans la discussion et il n'y a pas de question de mérite, tout le monde peut l'avoir là, mais bon, bref. Est-ce qu'on aura une surprise pour le titre de Rookie de l'année? Est-ce que quelqu'un d'autre que Paige Bueckers aura l'opportunité déjà de se mettre assez en évidence pour être ne serait-ce que dans la conversation? Bah, je pense qu'il y a 3 joueuses, moi, qui pourraient être rookie de l'année. C'est Paige, évidemment, je pense qu'elle est extrêmement favorite et si tu me demandes mon avis, je pense qu'elle l'aura. Je pense que Dominique pourrait l'avoir, mais son temps de jeu va faire que je pense que non, mais elle pourrait l'avoir si elle avait du temps de jeu, je pense. Et la troisième, je pense que parce qu'elle est dans une équipe où elle aura beaucoup de temps de jeu, c'est Sonia Citron. Très beau premier match avec les Mystics, un excellent premier match avec les Mystics. Voilà, alors je pense qu'elle l'aura pas parce que c'est pas une joueuse majeure de l'effectif, c'est plus une troisième option. Voilà, on n'est pas dans une grande créatrice de jeu, on est plus dans une role player plus quoi. Mais par contre, elle va du coup être propre au tir, être efficace, on le voit déjà direct, elle défend bien. Donc elle sera à mon avis sans difficulté dans la All Rookie Team. Je pense que les 3 seront dans la discussion. Je vois pas trop de joueuses. Les autres, ça me paraît quand même largement en dessous. Après, je pense que logiquement, ça devrait être Paige qui devrait l'avoir. Parce que elle aura le volume, je pense les stats aussi, la création, etc. Et qu'il va y avoir aussi, et puis que il y a un côté engouement médiatique aussi qui joue là-dedans. Tu sais bien, voilà. En gros, on l'a dit l'année dernière, Caitlin, elle est arrivée, elle avait déjà en fait le trophée et il fallait lui prendre pour qu'elle ne l'ait pas. Et là, c'est un peu pareil, je pense, pour Paige Bueckers. Je pense qu'il va falloir que quelqu'un lui prenne pour ne pas l'avoir. Et pour que quelqu'un lui prenne, va falloir vraiment, à mon avis, montrer vraiment des grandes choses, quoi. Bon, après, mais je pense que Paige l'aura, quoi. Moi aussi. Bon, après, on n'est jamais à l'abri qu'une joueuse joue plus que prévu. Puis il peut y avoir une blessure aussi. Hein. Il peut y avoir une blessure, évidemment, mais voilà. Attention, je pense ça, on ne sait pas. Ouais, ton trio me semble bon. Sonia Citron, petit outsider, ça peut être pas mal. Bon, elle a quand même été draftée haut, hein. C'est pas non plus. Oui, c'est pas. Alors, pas de nulle part. Oui, c'est parce que des fois, je vois aux États-Unis qui parlent de style de draft pour Dominique Malonga et Sonia Citron. Je rappelle que c'est des pics 2 et 3 de draft, c'est des lottery picks. Donc les styles de draft au pic 2 et 3, bon, voilà quoi. Faut se détendre un peu quand même, quoi. Bref. Ouais. Et dernier petit trophée sur lequel je voulais bien ton avis, c'était celui de Defensive Player of the Year. Est-ce que... Alors l'an dernier, c'était Nafisa Collier, on l'a un peu pris... Alors attention, elle a fait une saison superbe en défense, attention, il ne suffit pas du tout qu'elle ne méritait pas le trophée. Mais là aussi, peut-être que les votants sont un peu en décalage avec ce qui peut se passer parfois. Nous, quand on en discutait entre nous, on pensait qu'Ezzy McBegor aurait dû l'avoir, Ezzy McBegor de Seattle. Est-ce que c'est l'année pour Ezzy? Est-ce qu'ils vont avoir ce décalage? Est-ce que tu as d'autres noms à nous proposer pour le titre? Le problème, c'est que c'est toujours pareil, c'est qu'ils vont prendre les ratings défensifs et puis ils vont dire la meilleure joueuse de la défense, de meilleur rating défensif, c'est elle qui l'a. Et c'est souvent en plus des grandes, puisque du coup, voilà, ils impactent aussi beaucoup de choses sur les rebonds et les contres, alors que je rappelle que la défense, c'est pas que le rebond et le contre, loin de là, parce qu'en général, quand on contre,
c'est que justement, c'est que c'est le dernier rideau, quoi. C'est qu'on a plutôt mal défendu, en fait, entre guillemets. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Ouais, je pense qu'Ezi dedans, je pense que Nafisa Collier sera dedans, je pense qu'Eja Wilson, faut pas l'oublier, et notamment, en plus, on sait très bien que si le MVP par ailleurs, les votants, ils ont des fois envie de donner un trophée à voilà, tu vois, à une joueuse qui est forte, même si moi j'ai des doutes quand même sur la défense d'Eja Wilson, elle est bonne en protection de panier, mais plus au large, elle présente quand même beaucoup de compromis. Après, moi, tu sais que j'aime bien mettre en avant plutôt les petites, et je vais quand même la citer, même si je sais qu'elle ne l'aura pas. Kayla McBride. Mais je pense que Kayla McBride, en tout cas, le mériterait sur l'ensemble de son œuvre d'en avoir un. Bon, à mon avis, elle ne l'aura pas parce que voilà, les gens manquent un peu de capacité d'analyse de ce qu'est vraiment la défense. En tout cas, les votants, souvent. Qui ne regardent pas tous les matchs, hein, on le rappelle, hein, évidemment. Donc, ouais, moi je la cite quand même. Je pense que Tasha Claude pourrait être aussi sur les extérieurs parce qu'elle va être dans une équipe très forte à New York et que c'est sans doute une des meilleures joueuses, une des meilleures pour défendre off-ball de la ligue. Voilà, je pense qu'on est dans ce range-là. J'ai pas de favori. Je vais quand même juste citer aussi, parce que je pense que c'est pas improbable que même sur une demi-saison, que Cameron Brink puisse être top 3 au Deep, même sur une demi-saison. Et si elle avait fait toute la saison, ça aurait été ma grande favori pour le titre. Elle le sera. Si elle a plus de problème de blessure à l'avenir, elle finira pas sa carrière. Je pense qu'elle le sera plusieurs fois. Même. Voilà, je pense qu'on est dans... Alors, dernière comparaison ultime, pas toujours pertinente avec la NBA, mais on sait que Victor Wembanyama, logiquement, il en aura parce que force de dissuasion, capacité à défendre de bien des manières et à impacter la défense. Cameron Brink, c'est absolument pareil si vous voulez un point de comparaison un peu avec la NBA. Voilà Gis, merci beaucoup d'avoir passé ce moment, d'avoir décrypté un peu la saison WNBA. Dans les CQFR du matin, on reviendra dessus, on fera aussi des podcasts de temps en temps dessus. Dans les late sessions, on pourra en discuter, on va suivre ça de près. Suivez aussi Swish Swish toute la saison avec des formats différents, des podcasts, des articles, plein de choses à suivre aussi sur Swish Swish avec Gis, avec moi, Flo et d'autres. Flo que vous avez peut-être aussi déjà vu sur un podcast ici. Et puis nous on va se laisser là, on va vous souhaiter un très très bon dimanche, un très bon début de semaine aussi. Sur la chaîne YouTube vous pouvez retrouver, alors pas de CQFR du samedi comme je vous l'ai dit en début d'émission, vous le retrouverez la semaine prochaine, mais le Hoop Culture avec Théo et Pierre Armand et d'autres émissions que vous n'avez peut-être pas vues. Je vous souhaite une très bonne journée, Gis merci et à très bientôt. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.